vous faire désirer et aimer la République. La bête de l'événement est là. La République, c'est moi! Je vous demande de vous arrêter. Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême. Non, je viens avec courtoisie, mais avec courtoisie. Bien sûr. Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin. Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les. Calme! Au secours! Voilà, c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon. Vous êtes sur Radio Courtoisie. Et bonsoir chers auditeurs, bienvenue dans ce Restons Courtois du jeudi 12 février, un Restons Courtois animé comme tous les jeudis par Valeurs Actuelles. Je suis Marc Hainaut et je suis en plateau avec Valentin Gore du service politique de Valeurs Actuelles. Bonsoir Valentin. Bonsoir Marc. Jérémy Bouy, entrepreneur et chroniqueur dans le monde du sport. Bonsoir Jérémy. Bonsoir Marc. Et Étienne Darjac qu'on ne présente plus et qui est chroniqueur, éditorialiste dans cette radio. Bonsoir Marc. Bonsoir Étienne. Avec mes invités, je vous ai pas dit bonsoir, c'est vrai, Oui, tiens, c'est vrai. c'est vrai. Je l'ai mal pris. Avec mes invités, nous reviendrons notamment sur l'affaire Epstein, une grenade explosive à laquelle Valeurs Actuelles a consacré sa une cette semaine. Et cela tombe bien puisque vous êtes l'un des architectes de ce dossier, cher Valentin. Avec vous, nous reviendrons sur ce fameux dossier Epstein qui figure notamment en une de Valeurs Actuelles et pas seulement. Nous reviendrons aussi sur la nomination contestable et contestée d'Amélie de Montchalin à la présidence de la Cour des comptes. Enfin, c'est le sujet qui est tombé ce soir, la candidature officielle de Bruno Retailleau à la présidence de la République, une candidature qui va être annoncée officiellement dans quelques minutes et qui a été éventée par le Figaro. Donc voilà, Bruno Retailleau, c'était un secret de polichinelle, mais Bruno Retailleau, président de LR, concourra donc à la présidence de la République en 2027. On y reviendra. À 18h05, nous serons avec l'excellent Nicolas Boutin, avec qui nous reviendrons sur l'abominable affaire Leveugle, du nom de cet octogénaire soupçonné d'être à l'origine de plus de 89 actes pédophiles à travers le monde, une affaire totalement hors norme que Nicolas Boutin suit pour Valeurs Actuelles. Enfin, nous recevrons à 18h30 l'essayiste Fergan Aziari qui nous présentera son livre L'Islam face à la modernité, un essai absolument remarquable dans lequel l'auteur bat en brèche notamment la distinction entre islam et islamisme. On en parlera avec lui tout à l'heure. Après une chronique d'Olivier Molin, nous recevrons aux alentours de 19h Christophe Benz avec le député RN de Haute-Marne et orateur de son groupe sur le texte Fin de vie. Nous ferons un point sur l'avancée des débats en commission, un débat dans lequel les lignes rouges sautent les unes après les autres. Voilà pour le sommaire, chers auditeurs. Je rappelle que cette émission est aussi la vôtre et que vous pouvez réagir par courriel à l'adresse courtoisie@rc.fr ou par téléphone au 01 46 51 00 85. Voilà pour le sommaire. Messieurs, Bruno Retailleau, candidat à l'élection présidentielle de 2027. Est-ce surprenant? Est-ce que vous êtes surpris, Valentin Gore? Pas tellement, je dois le dire, mais c'est vrai que peut-être la date précisément est un peu étonnante, parce on pouvait s'imaginer qu'il attende effectivement le passage des municipales. C'est peut-être aussi un moyen de contourner certains de ses adversaires, notamment Édouard Philippe, qui est aux prises avec une campagne un peu difficile au Havre. C'est assez inattendu, c'est plutôt la date qui est inattendue plutôt que le fait de le dire. C'est toujours difficile de se présenter candidat à l'élection présidentielle. C'est un peu étrange. Un 20h de TF1 ce soir, l'information a été éventée parce que je crois qu'il a écrit à quelques-uns des amis qu'il a dans son parti. Ça me fait un peu penser au faux départ de Lionel Jospin qui en 2002 avait annoncé sa candidature par fax, ce qui était peut-être pas d'une grande chaleur. Mais ce qui était d'une grande modernité pour l'époque, ça peut-être en 2002. Très moderne. Mais le problème avec la modernité, c'est qu'on est toujours dépassé très vite. C'est pas faux. Étienne Darjac, à contre-temps, Bruno Retailleau? Non, je pense pas. Je pense que Bruno Retailleau, il a un problème majeur, c'est qu'il était assis sur une montagne d'or quand il était au ministère de l'Intérieur, qu'il a effondré cette montagne tout seul, qu'il a payé en quittant Beauvau. Et ce faisant, il a perdu sa légitimité dans son propre parti, dans son propre groupe parlementaire, parti pourtant à la tête duquel il avait été élu avec, je crois, presque 80% des voix. Absolument, il avait humilié Laurent Wauquiez, qui était peut-être donc une erreur il avait entre les mains un trésor, et il l'a, il faut le dire, lamentablement gaspillé. Donc il se retrouve aujourd'hui contesté à l'intérieur même de son parti, et je crois que s'il se déclare candidat avant les municipales, c'est précisément parce qu'il a l'intention sans doute de prendre son bâton de pèlerin et d'aller faire le tour de toutes les villes LR, de toutes les campagnes intéressantes, de se montrer aux côtés de ses candidats, de se montrer
dans tous les bleds de France, de rencontrer des gens. Et je crois que c'est précisément le sens de ce timing, de ce choix calendaire, pour le dire en français. Déjà, vous avez dit le mot bled, hein. Déjà, c'est. Oui, c'est vrai. vraiment C'est vrai. anglicisme, mais, Première sommation. Première sommation. Ouais. Jérémy, oui. On va parler évidemment du fond, de ce que proposait évidemment d'un point de vue et de la forme. Bruno Retailleau, et de la forme bien évidemment. Bruno Retailleau, Étienne Darjac y a fait allusion. On ne comprend plus vraiment effectivement. On a le groupe des députés à l'Assemblée nationale qui visiblement a sa propre ligne. On a Bruno Retailleau qui quitte le gouvernement mais qui n'est pas suivi par ses cadres qui eux ont préféré rester au ministère. En même temps, on a 85% des militants LR qui veulent l'union des droites avec le Rassemblement national et l'UDR. Où est-ce qu'il va? C'est peut-être d'ailleurs sans doute le dernier clou dans le cercueil des LR. Voilà, puisqu'on refait l'historique. 2019, François-Xavier Bellamy, 7% aux européennes. 2022, au présidentiel, Valérie Pécresse, 4,5%. Absolument. Si je ne m'abuse, en tant que... c'est pas l'éditorialiste qui va parler, mais l'électeur de la droite nationale, je suis ravi de cette candidature qui va venir voler 2 points à Gabriel Attal, au bloc central. Mais sinon, voilà, j'ai plutôt une certaine sympathie pour l'homme Bruno Retailleau. Je ne vois en aucun cas, pour moi, il ne coche aucune case. C'est quelqu'un qui ne correspond en rien aux critères que l'on attend d'un présidentiable, d'un chef de nation. Voilà, c'est encore une fois, on peut débattre sur les valeurs de l'homme. Encore une fois, c'est ça qui est formidable. qui est foncièrement, en Monsieur Retailleau, je vois foncièrement quelqu'un de bien, quelqu'un avec des valeurs, mais un honnête homme. Voilà. Mais si vous voulez, le problème de ce pays. Je pense que ça fait 40 ans que nous sommes gouvernés par des honnêtes hommes, par des gens bien. On a vu Michel Barnier. C'est une prise de position très audacieuse. Mais à l'exception de certains. Michel Barnier qui s'est fait renvoyer dans ses pénates. On se souvient le mélodrame, la tragicomédie de la fin du gouvernement Barnier. Personne ne pourra nous contredire sur ce point. Michel Barnier, lui aussi, est quelqu'un de bien. Ce que je veux dire, c'est que. Alors, on n'est peut-être pas gouverné, mais en tout cas. La droite et nos idées, notre courant d'idées est incarné par ces gens bien élevés, qui parlent bien, le concept d'honnête homme est important, qui parlent bien, qui vont à la messe, mais qui encore une fois sont restés, et je ferai toujours ce reproche, qui sont restés cachés sous la table pendant 30 ans, qui n'ont jamais rejoint Jean-Marie Le Pen sur les barricades, et voilà, donc c'est un énième. J'ai cité Michel Barnier, j'aurais pu en citer d'autres. Voilà, je pense que M. Retailleau, s'il avait les convictions qui sont les nôtres, et s'il avait incarné la relève, l'alternance et le sursaut français, on l'aurait senti avant. Je rappelle que c'est quand même quelqu'un qui est resté pantouflé au Sénat pendant... combien de temps a-t-il été sénateur? Une bonne vingtaine d'années. Non, moins que ça, 15 ans. Voilà. Ce que je veux dire, et j'en conclurai par là, si M. Retailleau avait été un chef de guerre, on l'aurait su avant, on s'en serait rendu compte. C'est un énième... quelqu'un de très bien sous tout rapport, mais je pense que la France n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Étienne Darjac, vous vouliez réagir, rebondir même. Rebondir, oui. Non, je suis d'accord évidemment sur la deuxième partie, en tout cas, pour dire que Bruno Retailleau n'est pas un chef de guerre. Oui. Il y a assez peu de sénateurs qui le sont, je crains. Voilà. La première partie sur Stéphane Ravier. Pas trop de Sénat bashing, non. Je pense que Stéphane Ravier aurait une exception notable. Aurait quand même ma confiance. Non, je pense que Bruno Retailleau, en fait, la difficulté de cette élection présidentielle, c'est que va se décider comment se soldera 10 ans de macronisme et comment se soldera l'ère politique macronienne. Il y a plusieurs hypothèses possibles. Il y a l'hypothèse, pour employer un terme très médiatique, consensuel, l'hypothèse des extrêmes. Est-ce que le macronisme, les ruines du macronisme donneront une victoire de l'extrême droite ou de l'extrême gauche? C'est une hypothèse, c'est sans doute la plus probable à l'heure actuelle. Il y a aussi l'hypothèse d'une espèce de fatigue des Français, d'une espèce de lassitude face à la nouveauté, face à la communication, face à ce genre de choses, qui pourrait se décider à choisir l'option la plus raisonnable dans des temps qui sont troublés, dans des temps qui sont compliqués, qui sont un peu inquiétants pour le français moyen. Donc Bruno Retailleau aurait peut-être une carte à jouer. Admettons par exemple que Jordan Bardella soit le candidat du Rassemblement national, ce qui paraît de plus en plus probable. Admettons que Bardella fasse pas la meilleure campagne possible, qu'il soit mis en difficulté sur sa jeunesse, sur ses compétences. L'électorat de droite, y compris l'électorat RN, pourrait se dire bon, Retailleau, c'est pas si mal.
Je suis pas personnellement convaincu par ce que je dis. Expérimenté, quoi. Mais je pense que ça va jouer de toute façon. Je pense que en fait la question qui se jouera, c'est comment se soldera le macronisme. Et les deux issues sont possibles. C'est la question que je vais vous poser, Valentin Gore, parce que effectivement, les candidats type Édouard Philippe, Bruno Retailleau, Laurent Wauquiez, enfin tous ces LR globalement sont situés entre 8 et 11%, quoi, selon les sondages depuis quelques mois. Effectivement, la campagne n'a pas encore commencé. Alors, à l'heure actuelle, on ne sait pas si Marine Le Pen sera candidate. D'ailleurs, tout le monde dit que la campagne présidentielle commencera véritablement début juillet, lorsque la Cour d'appel aura rendu sa décision. Toujours est-il que la question se pose, effectivement, face à l'extrême jeunesse de Jordan Bardella, face à son apparente inexpérience, est-ce qu'il risque d'avoir un effet cliquet où l'électeur de droite sera plus rassuré par une figure comme celle de Bruno Retailleau, plus âgé, plus expérimenté, plus posé? Est-ce que ça risque pas de jouer justement en sa faveur pour vous? Ça peut tout à fait jouer. Il y aura sans doute, il y a déjà quelques ricanements autour de la candidature de Bruno Retailleau qui paraît aujourd'hui un peu en sortie de traversée du désert depuis son départ assez raté, il faut bien le dire, du ministère de l'Intérieur, où il avait mal joué cette carte de la démission qu'il attendait de poser depuis un moment. Il ne faut pas l'enterrer, c'est un homme effectivement qui a une expérience, qui connaît la France dans ses profondeurs, donc il faut voir, une campagne ça peut être un révélateur. On a connu des présidents, on cite toujours Jacques Chirac en 95, qui ont commencé assez en bas, assez au creux de la vague, et qui finalement ont réussi à s'imposer. Donc c'est à voir. Et puis il y a aussi une inconnue importante. On verra ce que Bruno Retailleau dira ce soir, parce que Bruno Retailleau est candidat à la présidentielle, mais candidat exactement à quoi? Est-ce qu'il est candidat vraiment à la présidentielle, c'est-à-dire est-ce qu'il va chercher dès maintenant 500 parrainages pour être candidat quoi qu'il arrive, ou est-ce qu'il est candidat à cette espèce de primaire dont tout le monde parle, qui n'existe pas aujourd'hui? Il y a le début du commencement d'une organisation. Je rappelle qu'en 2017, la fameuse primaire qui a permis l'élection de François Fillon, elle était préparée 2 ans avant. Il y avait tout un corpus, ça s'improvise pas comme ça en claquant des doigts. L'organisation d'une primaire avec des millions de votants potentiels, si elle va, comme d'aucuns le souhaitent, de l'UDI à Sarah Knafo ou de LR à Sarah Knafo, on ne sait pas très bien les bornes. Donc tout ça, c'est aussi un point d'interrogation très important. Alors, il est vrai que Valérie Pécresse a fait une sortie dans la presse, justement, aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est dans le Parisien? Je ne me souviens plus. Où elle, justement, elle alertait sur le temps qui pressait, et elle était bien placée, d'ailleurs, pour parler de cela, de rappeler le risque d'une primaire organisée, pardon de l'expression un peu familière, mais à l'arrache, où finalement, on se retrouve avec un candidat un petit peu par défaut, qui est là un petit peu par hasard, et on avait vu, d'ailleurs, l'erreur de casting que cela avait provoqué. Et la première question, et la deuxième question, là, vous avez raison, c'est qu'effectivement, il va annoncer être candidat, mais on ne sait pas encore en demandant quel soutien, avec quels moyens, etc. On sait qu'en tant que président de LR, il a lancé en interne une commission, ils sont 4 ou 5 je crois, à se pencher justement sur la modalité d'organisation d'une primaire, mais à l'heure actuelle on ne sait pas s'il compte vraiment en faire quelque chose, c'était juste pour calmer un petit peu les oppositions internes. En tout cas, dans l'esprit de certains, la candidature de Bruno Retailleau, ça permettrait justement de passer outre cette primaire et de renvoyer les Xavier Bertrand et autres ambitieux de second rang, de les renvoyer à leurs affaires, entre guillemets. Jérémy Bouy, est-ce que Bruno Retailleau pourrait créer une forme de surprise et annoncer une candidature extrêmement verticale et à laquelle, je ne sais pas, alors je vais dire n'importe quoi, mais pourquoi carrément appeler une union des droites autour de lui, quoi? Ça partirait vraiment de très très loin. Là, on est vraiment dans les citations, mais parce que voilà. Je ne connais pas l'état de ses relations actuelles avec Laurent Wauquiez. On sait que la course à la présidence du parti s'est extrêmement mal terminée. Je ne sais pas si les deux camps, voilà. Non. En revanche, peut-être qu'il pourrait bien pousser Laurent Wauquiez dans les bras. Je ne suis pas en train de vous dire que j'attends à 20h01 une déclaration de Wauquiez disant qu'il appelle l'Union des droites avec le Rassemblement national rien que pour court-circuiter Retailleau, mais ça pousserait la haine un peu loin, mais disons qu'on a quand même vu connu pire au sein de ce parti LR. On a vu quand même certaines trahisons, certaines amitiés, retournements par des anciens présidents qui se sont vengés de leurs anciens premiers ministres qui les avaient battus à la primaire en déclarant que des anciens amis à eux leur avaient offert des costumes. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que on n'est jamais surpris par les vengeances chez LR. Et voilà, après l'épisode Ciotti, d'ailleurs, vous avez tout dit, Marc, en disant que de toute façon, ce parti aujourd'hui, on connaît l'avenir à moyen terme de ce parti. Une aile gauche va rejoindre le bloc central avec Édouard Philippe et Gabriel Attal. Vous avez cité le nom de Xavier Bertrand, il y en a d'autres.
je ne sais pas si on peut encore dire qu'il y a des gens de droite chez LR, mais on pourrait estimer qu'une aile droite des LR, j'ai cité la semaine dernière Julien Aubert, et encore une fois, on pourrait citer d'autres noms, à terme, on sait que ces gens-là vont rejoindre peut-être le Rassemblement National, ou l'UDR, ou l'IDL de Marion Maréchal, ou Reconquête d'Éric Zemmour et Sarah Knafo. Mais à moyen terme, ce parti est condamné. Étienne Larjac, pour conclure sur cette séquence avant qu'on passe à autre chose. Je pense que ce que Bruno Retailleau a en tête, c'est que en 2017, qui je rappelle était la campagne présidentielle la plus passionnante depuis très longtemps, il y avait 4 blocs, 4 fois 20%, et que François Fillon, malgré l'affaire, malgré le scandale, avait fait 20%. Je pense que c'est ces 20% de fillonistes-là que Bruno Retailleau vise, et qu'il s'estime en mesure de reconstituer post-macronisme. La question, effectivement, c'est ce que disait Jérémy, c'est est-ce que ces 20%-là continuent à exister malgré leur épandage aujourd'hui, est-ce qu'ils peuvent se reconstituer une fois la parenthèse macroniste refermée, ou est-ce qu'ils sont définitivement partis, qui chez le Rassemblement National, qui chez Emmanuel Macron? J'ai une réponse pour vous. C'est hyper sympa de votre part, Marc. Non, je vous en prie. non, mais en plus, parce que... donc je pense que c'est on l'oublie, hein, mais Bruno Retailleau, c'est d'abord, il devient connu, j'allais dire, parce que c'est le dernier fidèle de François Fillon. C'est presque le corps nu d'Emmanuel Macron à l'époque. Non, c'est vrai. C'est celui qui, si vous en souvenez, est nommé président de Force Républicaine, le micro-parti de Fillon, à l'issue de la présidentielle. Donc c'est son ADN là. Et je pense que cet électorat continue à exister. Et que si Bruno Retailleau fait le choix, comme vous le disiez, d'une candidature très verticale, immédiate, qui ne souffre pas des histoires de primaires, de débats internes, et qu'il décide d'assumer immédiatement la stature régalienne, cet électorat peut se reconstituer, en tout cas partiellement. Alors juste, parce qu'il se trouve que j'ai beaucoup travaillé récemment sur le vote macroniste. Félicitations. Et merci. Et alors ce qui est fascinant avec ce premier tour de l'élection présidentielle de 2017, c'est qu'en réalité, certes François Fillon a fait un gros score, mais quand on regarde les détails du vote, 80% des plus de 75 ans ont voté Fillon. Ce que je veux dire, c'est que François Fillon, il a aussi été sauvé par le vote des retraités, vote des retraités qui, au fur et à mesure, a rebasculé chez Emmanuel Macron. Et les plus de 75 ans, il y a 10 ans, aujourd'hui, on peut déjà supputer qu'une partie d'entre eux, sachant qu'il y a eu le Covid entre-temps, il y a eu le coronavirus entre-temps, et que voilà, donc je doute, avec la configuration d'aujourd'hui, avec effectivement quand même la bascule des droites qui a été faite, je doute aujourd'hui qu'un candidat LR authentifié droite plutôt conservatrice, mais qui soit pas non plus RN ou UDR, je doute qu'une telle force politique puisse avoir encore 20% de l'électorat. Voilà. C'est contextuel, encore une fois. Là, quand on pose la question aujourd'hui, évidemment que ça paraît compliqué. Mettez-vous dans l'hypothèse que la campagne présidentielle du Rassemblement National va être horriblement dure. Oui. Horriblement dure. Ça va être la plus dure qu'ils ont jamais connue. Pour plein de raisons. La première étant qu'ils n'ont jamais été aussi proches du pouvoir, donc ça, on va leur cogner dessus très 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 fort, et parce qu'ils vont sortir, ça sera une candidature procès, ça sera une candidature tribunal. Et que pour l'instant, l'accession au second tour est au-dessus de 20%. C'est pour ça, Étienne, que dans ma réponse, je ne parlerai même pas du RN, mais dans ta configuration 2017, aujourd'hui, je me demande où est l'espace politique d'un Bruno Retailleau coincé entre un Édouard Philippe, qui n'était pas là en 2017, et une Sarah Knafo. Alors, sur le régalien, sur le sociétal, aujourd'hui, l'espace de Retailleau entre les deux personnes que je viens de citer, Philippe et Sarah. Moi, je sors Philippe de l'équation parce que la question de qui assumera l'héritage macroniste est une question à part qui attire son propre électorat. Donc, je le sors de cette équation-là. Sarah Knafo, pour être plus large, la question de reconquête, Éric Zemmour ou Sarah Knafo, elle reste, j'allais dire, statistiquement plus faible. Aujourd'hui, Bruno Retailleau est sondé avec de meilleurs sondages que Éric Zemmour ou Sarah Knafo, la présidentielle. Je pense que la séquence reconquête présidentielle est passée de ce point de vue-là. Donc je ne sais pas si ça jouera énormément dans ce cadre-là, mais j'en ai aucune idée. Donc ça c'était pour Bruno Retailleau. Sujet suivant, Emmanuel Macron, rompant avec une tradition républicaine certes pas très récente, mais tradition tout de même, a nommé à la présidence de la Cour des comptes, ou va nommer incessamment sous peu, ça y est c'est fait, Amélie de Montchalin, ministre des Comptes publics, l'un des artisans du passage de ce budget vaille que vaille. Amélie de Montchalin qui a la particularité de n'avoir que 40 ans,
et qui le président de la Cour des comptes a aussi cette particularité, c'est qu'il est nommé jusqu'à ses 68 ans à moins d'une démission. C'est-à-dire que Amélie de Montchalin potentiellement est présidente de la Cour des comptes jusqu'en 2053 ou 2054 si mes calculs sont exacts. Ça a été évidemment extrêmement mal pris et par les oppositions, mais ça c'est normal, par les spécialistes du droit constitutionnel aussi, qui ont dit que c'était absolument que ça ne posait pas de problème constitutionnel, mais que c'était au-delà de presque de toute décence politique, en fait. C'est de la brutalité. Oui, voilà, c'est une grande brutalité. Valentin Gore, la nomination d'Amélie de Montchalin, énième tentative macroniste de verrouiller les institutions. Oui, sans doute, vous avez dit, c'est vrai que ça paraît très long comme ça, jusqu'en 2058, c'est ça potentiellement. Jusqu'aux années 2050. C'est un peu long, je ne sais pas si elle tiendra jusque-là. Au-delà du fait, c'est vrai qu'il y a cette tradition assez récente, vous l'avez dit, qu'avait instauré Nicolas Sarkozy de nommer plutôt quelqu'un de l'opposition. À l'époque, il avait nommé Didier Migaud, qui était socialiste, à la Cour des comptes. Moi, ce qui me choque plutôt, c'est pas tellement qu'elle soit de son camp, c'est surtout qu'elle ne vienne pas elle-même de la Cour des comptes, ce qui est quand même la vraie rupture, parce que jusqu'ici on nommait plutôt des gens, même toujours, des gens qui venaient du corps de la Cour des comptes. Alors Pierre Moscovici, qui avait beaucoup de défauts, au moins il connaissait la maison, c'est une maison qui est très fière de ses traditions, qui est habituée, qui a eu des grands premiers présidents comme Philippe Séguin notamment, qui est resté dans les mémoires, et donc ça je crains qu'elle n'ait peut-être pas l'autorité et l'indépendance qui vient avec l'autorité au sein même de la maison. Et je pense que ça va poser des problèmes, au moins au départ, même si c'est une femme qui n'est pas incompétente, qui connaît ses dossiers, mais enfin elle sort quand même d'un budget qu'elle a fait passer qui est absolument scandaleux. Et je rappelle aussi, accessoirement, même si ça n'est pas tellement un problème pour ce poste, qu'elle a été battue la dernière fois qu'elle s'est présentée à une élection aux législatives de 2022. Que théoriquement, selon la propre règle d'Emmanuel Macron, elle n'aurait pas dû être renommée ministre. Voilà, le studio en tombe. Redevenir ministre. Voilà, Emmanuel Macron qui a été très sympathique avec elle, puisque quand elle a été battue en 2022, il a proposé un poste d'ambassadrice pas très loin d'ici, d'ailleurs au château de la Muette à l'OCDE. Ensuite, il l'a remise au gouvernement, maintenant à la Cour des comptes. Donc, on voit que Mme Montchalin a un traitement premium de ce point de vue. Jérémy Bouy. Oui, je vais continuer sur vos pas. C'est un bébé Macron, comme beaucoup d'aujourd'hui d'hommes et de femmes politiques qui doivent tout à Emmanuel Macron. Que n'aurions-nous pas entendu si cette nomination avait été le fait de Vladimir Poutine dans son entourage? On aurait encore fait des tonnes sur la Russie, je parle de la Russie, mais n'importe quel autre pays. On aurait expliqué que c'était un raisonnement antidémocratique, justement une volonté d'un chef d'État qui allait bientôt quitter le pouvoir, de garder la mainmise sur les institutions et sur le peuple. Donc voilà, encore une fois, le système macroniste, on évoquait tout à l'heure dans la question précédente l'après-Macron. L'après-Macron, on n'est pas pour demain, dans la mesure où le départ d'Emmanuel Macron de l'Élysée ne signifiera pas pour autant la perte de la mainmise d'Emmanuel Macron sur la France et les institutions politiques françaises. Alors c'est vrai qu'on peut citer Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel, on peut citer la démission du gouverneur de la Banque de France, qui pourrait être remplacé d'ailleurs par un proche d'Emmanuel Macron, Amélie de Montchalin à la présidence de la Cour des comptes, Laurent Fabius, à tous les niveaux. Absolument. En tout cas, ce qui est certain, c'est que s'il y a une alternance politique en 2027, si par exemple c'est le Rassemblement National ou même la France Insoumise d'ailleurs qui prend le pouvoir en 2027, il va se heurter à un verrouillage total des appareils de l'État. Étienne Darjac. Oui, j'ai souvenir d'une émission qu'on avait fait il y a quelques semaines ou mois. On s'était beaucoup moqué, pour ne pas pleurer, de la survivance des vieux socialistes dans les institutions françaises depuis Mitterrand. Ça va être un moment de grand chagrin pour nous tous. C'est la suite de cette histoire. Les macronistes étant pour la plupart des héritiers des vieux socialistes. Alors Amélie de Montchalin est une jupéiste. Ça me paraît pas... C'est une variante. C'est une forme de socialisme, oui. C'est une socialisme à la bordelaise, quoi. Donc oui, évidemment qu'il s'agit de verrouillage. Maintenant, moi, je suis pas... disons que je m'efforce de ne pas être trop défaitiste. J'ai tendance à penser que si le pouvoir devait être pris, et bien pris, c'est-à-dire avec une majorité absolue, nette et franche, et si les gens qui prenaient ce pouvoir ont suffisamment de jugeote, j'allais dire, et de solidité sur la ligne, les nominations à vie, ça se dénomme. Hein.
Mais il suffit, j'ai pas osé le dire. Voilà, mais tu verrais effectivement une loi pour modifier les lois sur le loi que veut déposer Éric Ciotti, d'ailleurs. Tout à fait. Et c'est valable d'un courage et d'une volonté politique. Voilà, et c'est valable pour la Banque de France, pour la Cour des comptes et pour le Conseil constitutionnel. Donc ça, évidemment que ces gens-là, en cas de victoire du camp national, puisque c'est de ça qu'on parle en l'occurrence, évidemment que ces gens-là feront tout ce qui est en leur pouvoir, qui sera important pour mettre des bâtons dans les roues du camp national. Maintenant, il faut faire attention à la prophétie autorisatrice. Il faudrait pas non plus que ces gens deviennent des arguments de ceux qui gagneraient potentiellement demain et qui arriveraient en disant vous savez, on peut rien faire. Je pense qu'on pourra faire des choses et qu'il faut pas partir des festivals de ce point de vue-là, et qu'Amélie de Montchalin ne devrait pas impressionner grand monde. En tout cas, il y en a un qui impressionne le monde entier. C'est lui, merci pour la transition, Jeffrey Epstein, la grenade Epstein plutôt, ce que l'affaire du siècle nous dit du monde d'aujourd'hui. C'est la une de Valeurs Actuelles de cette semaine. Nous lui avons accordé une place particulièrement grande, puisque un dossier entier d'une quinzaine de pages, comme cela à vue de nez. Une affaire Epstein, donc sa partie américaine, l'origine américaine bien évidemment, ses conséquences en France. Valentin Gore, vous avez participé à ce dossier. Cette affaire qui a longtemps été qualifiée comme un appôt à complotiste, finalement, est assez réelle. Oui, même très réel, somme toute, même si je dois dire, je suis assez impressionné par la capacité, alors là je vais utiliser un anglicisme volontaire, la capacité de ce qu'on appelle les fact-checkers, les vérificateurs de faits en bon français, qui continuent encore aujourd'hui. Je voyais notamment Tristan Mendes France, qui fait partie de ces quelques fact-checkers, avec notamment monsieur Julien Pin. Je voyais monsieur Mendes France qui l'autre soir sur C'est ce soir, une émission de service public, continuait à expliquer qu'il y avait beaucoup de complotisme, l'importance du complotisme autour de cette affaire. Alors bien sûr, sur les réseaux sociaux, depuis les révélations, on trouve comme toujours de tout. Les gens, effectivement, les révélations sont tellement scandaleuses qu'à partir de là, les gens sont prêts à croire tout et n'importe quoi. Donc il faut trier le bon grain de l'ivraie, mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont évidemment vraies, et que de complotisme, on parle en l'occurrence de complot. Et les complots, ça existe, c'est rare, et ça existe, et on en a ici un exemple. Il y a eu, et surtout, ce qui a totalement rendu fou tout le monde, c'est que déjà, un milliardaire qui tombe il y a 15 ans pour détournement de mineurs, j'ai envie de dire, malheureusement, c'est malheureusement assez courant. Là où l'affaire a vraiment commencé, c'est à mon sens, c'est quand Jeffrey Epstein a été retrouvé mort dans sa cellule. Jérémy Bouy, vous vous rappelez à l'époque, on est encore dans le débat d'ailleurs, suicide, assassinat. J'avoue ma surprise, monsieur, parce que je vois pas du tout de quoi vous parlez, parce que j'ai surtout lu hier que Yael Braun-Pivet avait refusé l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire. Absolument, vous avez raison. Donc, il n'y a pas d'affaire. Circuler, il n'y a rien à voir. Il n'y a pas d'affaire Epstein. En tout cas, il n'y a pas de relais en France. Il n'y a pas de lien avec la France ou des ressortissants français. Celle qui avait tout fait pour étouffer l'affaire Benalla lorsqu'elle était présidente de la commission des lois, d'ailleurs, à l'époque. Non, cette affaire est terrible. Je ne vais pas rajouter grand-chose à ce que vient de dire Valentin. Et je salue, je ne sais pas s'il nous écoute, la prise de position dans ses murs hier matin de Jonathan Sturel, qui a fait un magnifique édito également. Voilà, sur le retournement, c'est les gens qui, il y a 15 ans, étaient taxés de complotisme quand ils ont commencé à s'émouvoir de cette affaire et à parler du suicide extrêmement louche de ce monsieur. Tout de suite, on a jeté j'en ai perdu mon expression. Voilà, on les a taxés de complotisme pour les faire circuler. Et en fin de compte, on se rend compte aujourd'hui que cette affaire est en train de nous éclater au visage. Évidemment, il y a des relais français. J'espère qu'une véritable enquête sera diligentée. Et c'est toujours pareil. Aujourd'hui, on est en train de tirer le fil. Et chaque jour, on a des nouvelles surprises, des nouveaux noms qui ressortent. Donc j'espère encore une fois qu'on ira au bout des choses. La question qui vient derrière tout cela, Étienne Darjac, c'est qu'effectivement on a l'impression que chaque pays a un petit peu eu son bouc émissaire. En Grande-Bretagne, on a eu le prince Andrew. En Norvège, on a
On a Il y en a beaucoup en Norvège. Oui, il y a un vivier là-bas. L'héritière du trône du Danemark, un ancien Premier ministre aussi, effectivement, j'ai vu. Un diplomate on a, aussi. comment Un diplomate aussi. Un diplomate quelques-uns même. On a aux États-Unis, on a Bill Gates notamment qui est pris dans la tourmente. En France, on a Jack Lang. Et Pas que. Pas que, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment le nom principal qui ressort de toute cette affaire. Est-ce que il n'y a pas un risque effectivement que quelques personnalités tombent entre guillemets et que du coup quelque part l'affaire s'arrête là? Si, probablement. Alors je commence par dire, encore une fois on y revient, ces vieux socialistes qui parasitent le pays depuis des années. Jack Lang en est sans doute la plus pure incarnation. Donc je commence par dire tout de suite que si l'affaire Epstein devait s'arrêter en France à la chute de Jack Lang, ça sera déjà une bonne nouvelle et une victoire politique qui personnellement me réjouit depuis quelques jours. Maintenant, effectivement, Jack Lang, il a, je crois, 85 ans, 86 ans. Quand on voit, alors c'est toujours c'est dans ce genre de moment qu'on voit la vraie nature des hommes et on voit la grande lâcheté et la grande élégance de la classe politique française qui l'a soutenu, l'a adoré, l'a adulé, l'a invité partout, l'a pris en photo pendant des années et qui là, d'un commun accord, disent tous oui, bon, ouais, il était temps que ça s'arrête. Donc c'est absolument rentable. Effectivement, le risque, c'est que Jack Lang devienne un peu le bouc émissaire derrière lesquels se cachent les autres membres peut-être plus impliqués, plus gravement impliqués de l'affaire Epstein. Ce qui est certain en tout cas, c'est que c'est une affaire au long cours, on l'a dit, elle existe en fait depuis une quinzaine d'années, de façon très prégnante depuis 2019. Je rappelle que la phrase Epstein didn't kill himself était devenue un mème de la campagne présidentielle américaine en 2020. C'était quelque chose c'est vraiment devenu presque de la pop culture. Qui a été renforcé lorsque un des médecins légistes les plus célèbres des États-Unis avait ausculté le corps de Jeffrey Epstein et on avait conclu un assassinat parce que certains os du coup d'après lui étaient fracturés, des fractures qui ne peuvent pas arriver dans le cas d'une pendaison. Donc donc si vous voulez, il y a les origines même de cette affaire, sont sombres et évidemment cela n'aide pas à la réalité. J'ajoute que un des partenaires dans le crime, j'allais dire, de Epstein en France, qui s'appelait Jean-Louis Brunel, je crois que c'est également suicidé en prison. Absolument. Oui. Il ne reste plus que Ghislaine Maxwell. Absolument. Il ne reste plus que Ghislaine Maxwell qu'on surveille de près, donc. Donc oui, tout ça. En fait, ce que je veux dire, c'est que l'affaire va durer encore très longtemps dans le sens où elle est tellement complexe, ancienne, avec des ramifications dans tellement de pays différents, tellement de systèmes judiciaires différents, qu'on en a pour des années, et c'est tant mieux, parce qu'il faut traiter ça avec prudence et sérieux. Évidemment, je suis d'accord avec Jérémy pour dire que si je caricature, les complotistes avaient raison. C'est pas pour ça qu'il faut d'un seul coup se jeter sur le truc en disant on est gouverné par les Illuminati pédophiles. Évidemment que non. Donc Jack Lang est la première victime, tant mieux. La première victime, oui. La première victime de l'affaire, oui, la première tête qui tombe en tout cas suite à l'affaire Epstein. Tant mieux. Il n'a pas été détourné par Jeffrey Epstein. Voilà. C'est un peu ce qu'il a dit finalement en disant qu'il avait été manipulé. Très élégamment, ça fait sous le buste. Oui, je me permets de vous reprendre parce que vous dites Epstein. Je suis assez gêné parce qu'il faut dire Epstein parce qu'il est russe, non? Oui, c'est ça. On voit sur BFM depuis 3 jours, on l'appelle Epstein et on dit qu'il est russe pour mouiller la Russie. Ce qui est très drôle, c'est que l'affaire Epstein, je fais une toute petite parenthèse quand même. L'affaire Epstein a été pendant très longtemps un cheval de bataille des républicains aux États-Unis qui insistait énormément pour qu'on révèle les documents. Quand Trump est revenu au pouvoir, il a quand même semblé un peu refroidi par l'affaire. Donc on a tous commencé à se dire bon, il y a peut-être pas que les démocrates qui sont mouillés là-dedans. Et il se trouve, d'après ce que je lis jusqu'à présent, que la déclassification de ces documents épargne relativement les républicains. Et je crois même avoir lu que Trump, en l'occurrence, aurait dénoncé Epstein à la police dès 2008. Donc finalement, c'est assez. J'ai un peu de mal à comprendre comment cette affaire a été gérée par les républicains. Sans doute la preuve qu'eux-mêmes n'en discernaient pas la complexité et la profondeur. Ça en dit long sur la complexité de l'affaire. Après ces fameuses fuites de documents, fuite, non d'ailleurs, parfaitement légal, une déclassification des documents d'ailleurs,
aurait été caviardé. C'est en tout cas, un débat qui a cours, qui est réel. D'ailleurs, une partie des noms, une partie des documents n'a pas été diffusée. Alors parce qu'il devait y avoir des images peut-être insoutenables aussi sans doute, mais parce qu'a priori certaines personnalités auraient été manuellement retirées des dossiers. Absolument, mais vous avez eu récemment la finale du fameux événement que tout le monde connaît aux États-Unis, le Super Bowl, qui est la plus grande audience dans ce pays. C'est un match de football américain. Et vous avez eu à la mi-temps, qui est le moment aux États-Unis où les publicités sont les plus regardées dans l'année et sont les plus chères, une publicité, enfin en tout cas un message des victimes d'Epstein appelant le département de la justice américain à publier les millions de documents qui dorment encore dans les archives, parce que pour le moment, le dévoilement est partiel. C'est pour ça que vraiment, nous sommes au début de cette affaire. On va avoir le couple Clinton qui va témoigner devant le Congrès à la fin du mois, je crois le 24 février. Ça va être intéressant de les entendre, parce que effectivement, les démocrates et les républicains sont mouillés dans cette affaire à des niveaux divers, et ce qu'on va assister très probablement à une volonté de se refiler la patate chaude, qui peut avoir des conséquences énormes sur la politique aux États-Unis, qui peut vraiment... sur les fameuses midterms, voilà, notamment. Parce qu'on est déjà dans un pays on en parle souvent, qui a une espèce de guerre civile larvée, et là, cette affaire va jeter de l'huile sur le feu qui court, avec des enquêtes, vous l'avez dit, qui sont ouvertes dans tous les pays. Le gouvernement britannique, notamment, qui est un des pays les plus, avec la Norvège, en dehors des États-Unis, les plus touchés par cette affaire, avec Monsieur Peter Mandelson, hiérarque du Parti travailliste, nommé par Keir Starmer ambassadeur aux États-Unis, tout en sachant, alors que le Premier ministre connaissait les liens de grande proximité que ce Mandelson avait entretenus avec Epstein. Donc tout ça pose beaucoup de questions. Et le gouvernement britannique, le gouvernement de Keir Starmer, pour l'instant, a réussi à se préserver, mais tout de même très endommagé de cette affaire et peut chuter à tout moment. Il faudra suivre ça attentivement. Effectivement, des ondes de choc qui ne sont pas encore quantifiables à l'heure où nous parlons. Vous êtes bien à l'antenne de Radio Courtoisie dans l'émission Restons Courtois, animée comme tous les jeudis par Valeurs Actuelles. Dans quelques instants, nous rejoindrons Nicolas Boutin pour sa rubrique Territoire encarté. Avec lui, nous allons revenir sur une affaire absolument sordide qui n'a pas de lien avec l'affaire Epstein, bien évidemment, mais qui traite un petit peu du même sujet. Mais en attendant, chers auditeurs, un petit message de votre radio. Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais donné, même pas 5 €? Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux. Restons courtois, marquez-nous. De retour à l'antenne de Radio Courtoisie, chers auditeurs, dans l'émission Restons Courtois. Je suis en plateau avec Étienne Darjac, éditorialiste, Valentin Gore, journaliste chez Valeurs Actuelles, et nous recevons Nicolas Boutin. Nicolas Boutin, bonsoir. Bonsoir, Marc. Vous êtes le chef du service VA Région, et vous êtes sur un sujet absolument sordide. Pour replacer dans le contexte, mardi 10 février, le procureur de la République de Grenoble, Étienne Manteau, a lancé un appel à témoins afin de retrouver les victimes d'un violeur en série de 79 ans, Jacques Leveugle. Les faits se seraient étalés sur près de 60 ans et couvriraient la moitié du globe, sans exagération. Qu'est-ce qu'on sait à l'heure actuelle de cette affaire, Nicolas Boutin ? Ce qu'on sait, c'est qu'on est effectivement dans l'ombre de l'affaire Epstein, mais c'est vrai que ça en dit long sur la vulnérabilité de nos enfants. Ce monsieur, 79 ans, a été arrêté en fait en 2024, après avoir été dénoncé par son neveu, alerté par un comportement assez particulier et assez... voilà, il avait des doutes, et donc le neveu fouille dans les affaires de Jacques Leveugle, 79 ans donc, et il découvre en fait un véritable mémoire, un manuscrit de plusieurs milliers de pages, dans lequel il détaille finalement les 89 viols et agressions sexuelles sur des mineurs âgés de 13 à 17 ans qu'il aurait effectué durant ces 60 dernières années, tout son parcours finalement professionnel, parce que ce que l'on peut voir de ce monsieur,
c'est qu'il a énormément voyagé, énormément été en contact avec des enfants. C'est un ancien éducateur, effectivement. Oui. Un ancien éducateur, c'est quelqu'un qui, en fait, comment dire, c'est un petit peu un intellectuel raté. C'est un petit peu comme ça que le procureur de la République, Étienne Manteau, nous l'a présenté. Il avait tenté de faire une prépa littéraire, ça n'a pas marché. Il a voulu être professeur, il n'a pas pu. Il a voulu être éducateur spécialisé non plus. Infirmier, vous voyez, tous ces métiers qui sont toujours en contact avec l'enfance. Et puis finalement, il est parti à l'étranger pour enseigner le français sans diplôme. Il a commencé en Algérie, il est allé au Maroc, au Niger, aux Philippines, en Inde, en Suisse, en Allemagne, en Colombie, mais aussi en France, dans les territoires d'outre-mer, par exemple, je pense à la Nouvelle-Calédonie, et puis également dans la métropole, hein, puisque il y aurait effectivement des victimes aussi dans le sud-ouest, dans le Gard, et dans la région Rhône-Alpes. Donc, comment dire, ce parcours est en train d'être disséqué depuis maintenant près de 2 ans, bientôt 3 ans, par les enquêteurs. C'est vrai que la On thématique est parle, juste évidemment pardon, lourde. Nicolas Boutin, on parle de 9 pays différents pour l'instant, donc il y a ce chiffre de 79 victimes potentielles, 89, pardon, en sachant que ce que j'ai retenu, c'est qu'il pourrait y en avoir d'autres, en réalité. Il pourrait y en avoir d'autres. Pourquoi? Parce que ces 89 sont ces personnes dont a évoqué Jacques Leveugle dans son mémoire, dans ces milliers de pages qui ont été découvertes et qui ont été scrutées par les enquêteurs. Mais effectivement, il pourrait y en avoir d'autres. Et puis surtout, l'appel à témoins sert à cela aussi. Tout le monde n'a pas été formellement identifié parmi les 89 personnes. Pourquoi est-ce que, d'ailleurs, c'est intéressant aussi, pourquoi est-ce qu'il a écrit tous ces témoignages, on a l'impression qu'il a peut-être été influencé par l'œuvre de Gabriel Matzneff, on ne sait pas. Bah, écoutez, non, mais justement, le parallèle est très intéressant. Je souris, mais c'est absolument pas drôle, évidemment, en fait. C'est abominable. Bien évidemment. Mais c'est là où c'est assez intéressant. On parlait tout à l'heure de Jacques Lang, là vous parlez de Gabriel Matzneff. Il y a eu cette génération-là, de la génération un peu 68 et de la libération sexuelle, comme on dit, qui a promu finalement beaucoup de déviance sexuelle, et en particulier la pédophilie. Et il semble que Jacques Leveugle ait été de cette école-là. Alors évidemment, il est peut-être passé sous les radars pendant 60 ans. Peut-être a-t-il agi tout seul, l'enquête le dira, mais en tout cas, il a intellectualisé ses faits et ses agressions sur les enfants. Pourquoi? Parce qu'il voulait donner une éducation globale, un peu sur le modèle, vous savez, des Grecs sous l'Antiquité. Donc à la fois une éducation intellectuelle et sexuelle. Et quand on parle d'agression sexuelle, c'est quelqu'un qui, a priori, hein, selon les premiers éléments de l'enquête, n'était pas un homme violent, un homme, comment dire, si je puis dire, agressif envers les enfants, mais c'est quelqu'un qui se comportait de manière tout à fait paterne, avec une attitude Oui, très c'est de la paterne. manipulation, en fait, de quelqu'un qui avait un Exactement, c'est une vraie ascendant, en fait. emprise. Exactement, une vraie emprise de quelqu'un qui prenait le temps de faire connaissance avec les enfants et qui leur expliquait absolument tout de la vie jusqu'à ce qui n'était pas de leur âge. Et l'autre fait rocambolesque encore plus dans cette histoire, c'est que, qui n'est pas pour détendre l'atmosphère, loin de là, il y aurait eu Avec 2 ce genre meurtres. de sujet, on se doutait bien qu'on n'allait pas, voilà. Hein. Bien évidemment, mais il a également confessé 2 meurtres, celui de sa maman et celui de sa tante. Absolument. Et qu'il justifie notamment pour sa maman le fait d'avoir abrégé ses souffrances, hein. Elle aurait été en fin de vie, et il aurait pris la décision donc de l'étouffer avec un oreiller pour mettre fin donc à ses souffrances. Vous voyez, là aussi, hein, on retrouve ce côté intellectuel, hein. Il a déjà intellectualisé aussi l'euthanasie. On a moins de détails, hein, sur sa tante qu'il tuera 20 ans plus tard, selon ses dires. Mais en tout cas, c'est véritablement aussi ce qu'il faut peut-être saluer, c'est peut-être une touche d'espoir à avoir, c'est que finalement, même si beaucoup de ces actes, malheureusement, sont prescrits et ne pourront être véritablement jugés, eh bien, la justice française met en place depuis maintenant quasiment 3 ans
les gendarmes de la section de recherche de Grenoble sont mobilisés pour retrouver toutes les victimes potentielles et rendre justice, notamment pour ceux dont les actes ne seraient pas prescrits, puisque on le sait qu'il y aurait au moins un dernier acte en 2022 et une autre victime en 2016 dans le sud-ouest. Donc là aussi, je pense que c'est l'occasion parfois de saluer aussi le travail de la justice française qu'on critique parfois. En fait, ce qui est terrible, c'est que moi, ça me fait penser à cette interview célèbre, enfin, ce passage télé célèbre chez Bernard Pivot de Gabriel Matzneff, face à Denise Bombardier. Denise Bombardier qui disait, voyez-vous, les vieux messieurs attiraient les petits enfants avec des bonbons dans leur camionnette et Gabriel Matzneff les attire avec son esprit. Et finalement, c'est un petit peu ça. On a l'impression que c'est un petit peu ça aussi chez Jacques Levoque, quoi. C'est une espèce de, c'est un vice camouflé en espèce de démarche d'esthétique de vie, de je voyage, je fais des rencontres, je manipule, j'exerce une emprise pour finalement tout simplement, en fait, assouvir ses bas instincts. En fait, c'est ça qui est terrible dans cette histoire. Exactement, non, mais vous avez raison. Et c'est vrai que c'est vraiment toute une génération d'intellectuels qui ont finalement idéologisé ou intellectualisé finalement la pire horreur et la pire bassesse sous prétexte d'une histoire et souvent, on va le dire quand même, de légende de l'Antiquité qui serait issue finalement, qui serait intrinsèque à notre civilisation et à notre peuple. Et je pense aussi par exemple à l'avocat Thierry Lévy, qui sur un plateau s'était indigné que la pédophilie et que le soi-disant amour avec des enfants, entre adultes et enfants, serait devenu un tabou. Absolument, un plateau où vous faites allusion à ce passage chez Frédéric Tadei qui date de 2011 où effectivement Thierry Lévy avait tenu des propos défendant la pédophilie. Il faut savoir, je précise à nos auditeurs qu'à l'époque Thierry Lévy était l'avocat de Gabriel Matzneff qu'il était opposé notamment à Jacques de Guibon qui avait conclu la séquence en disant en entendant votre cynisme, on a des envies de comité de salut public, ce qui effectivement était assez salutaire. Donc pour l'instant l'enquête est au stade où ils sont en train de, donc ce monsieur il est en détention provisoire, on suppose. Oui, tout à fait. Ils n'ont pas voulu donner le nom de la prison, mais a priori elle est à côté de Grenoble, près de Grenoble, c'est ce qu'a dit le procureur. Il est en détention provisoire. Il a finalement mis un terme à l'écriture de ses mémoires, se rendant compte que cela alourdissait son dossier évidemment, et donc parce que même en détention il continuait d'écrire ses mémoires. Non, mais en tout cas, oui, c'est ça. Il a exclu le fait de retourner, de continuer. À chaque page, il prenait un an de tôle supplémentaire. Ah là là, c'est ça. Mais a priori, il est plutôt coopératif quand même avec les forces de l'ordre. Et voilà. Et encore une fois, c'est un sujet lourd, mais qui mérite quand même d'être évoqué. Déjà, parce qu'il y a un appel à témoins et qu'il faut évidemment que toutes les victimes puissent se faire connaître, qu'ils soient en France ou à l'étranger. Et puis également pour, encore une fois, saluer le travail de la justice qui ne lâche pas finalement ce genre de personnalité déviante et qui mérite évidemment une peine exemplaire si les faits sont avérés. Et c'est vrai, Étienne Darjac, quand on voit l'affaire Duhamel, l'affaire Jacques Lang, cette affaire, on a vraiment l'impression qu'il y a il y a un problème générationnel en fait sur cette question. C'est d'ailleurs c'est assez glaçant. C'est pour vous, c'est ce que dit Nicolas Boutin, c'est mai 68, c'est la révolution des mœurs. Sans aucun doute, il y a eu toute une génération qui à un moment donné s'est cru absolument tout permis, qui a cru que faire la révolution n'avait pas de limite, y compris morale, que la révolution politique était aussi la révolution du lit, et qu'au final on n'a jamais démenti. Mai 68, c'est, on va dire, calmé un peu, les choses sont rentrées tranquillement dans le rang, mais ces gens-là qui avaient soit directement, soit en soutenant, soit en copinant, porté ces idées-là à propos de la pédophilie, sont rentrés dans le système ensuite. Ce sont les révolutionnaires de 68 sont devenus les barons socialistes des années 80 et 90. Il n'y a pas que les socialistes en l'occurrence, mais c'est quand même beaucoup ce monde culturel-là, parisien, qui est concerné. Donc oui, il y a sans doute quelque chose qui était
un peu rentré dans le rang, sans qu'on l'avait un peu oublié, qu'on avait sans doute voulu oublier, mais qui est resté un impensé et qui en même temps est resté dans l'inconscient collectif. On parlait de Jack Lang tout à l'heure. Jack Lang, ça fait, moi, depuis que je le connais, depuis que je suis enfant, j'ai toujours entendu mon père dire c'est un pédophile. Donc, je veux dire, c'est quelque chose de notoire. C'était pareil pour Frédéric Mitterrand à l'époque, qui est décédé, je crois, maintenant. Oui, absolument. Ouais. Donc, il y a cette espèce de mauvaise conscience de la classe, d'une partie de la classe élitaire française, qui sans doute arrive à son terme aujourd'hui, on l'espère. On l'espère. Voilà. Ouais. C'est vrai. Alors Valentin Gore, moi, ce qui m'a fasciné avec l'affaire, avec le comment dire, avec la disgrâce, dirons-nous, de Jack Lang, c'est en fait, ce qui est terrible, c'est vraiment, on a l'impression que tout le monde savait, entre guillemets, puisque à partir du moment où Jack Lang démissionne de l'Institut du monde arabe, à partir du moment en fait, où il admet sa défaite, où il est en situation de faiblesse, c'est le moment où d'un coup toutes les langues se délient. Ah, mais en fait, on a toujours su, et puis il a jamais payé un restaurant, et puis en fait, c'est une mauvaise personne, et que, en fait, c'est vraiment, il y a vraiment ce côté-là où maintenant qu'il n'y a plus de risque A, eh bien, les langues se libèrent, et non seulement Jack Lang donc n'est plus président de l'Institut du monde arabe, mais en plus, il a vu tous ses amis l'assaisonner dans la presse, quoi. Oui, vous avez raison. Alors, de risque, c'est ça que j'ai du mal à comprendre, parce qu'on peut quand même pas dire que Jack Lang était un homme puissant. C'est un homme qui bénéficiait d'avantages importants. Mais enfin, quand vous êtes un président de l'Institut du monde arabe, vous n'avez pas de moyens de pression. La dernière fois qu'il a été ministre, il a quitté le dernier gouvernement auquel il a appartenu en 2002. Et depuis, bon, il a eu des postes divers, mais c'est pas quelqu'un qui a été vraiment un poste de grand pouvoir, avec des moyens de pression ou de chantage, en tout cas pas que l'on sache. Donc je suis un peu surpris en effet comme ça soudainement, c'est assez français d'ailleurs, c'est peut-être pas le meilleur côté de la France, on attend que les gens soient à terre pour vraiment mettre la totale, alors que vous avez raison, jusqu'ici je pense par exemple à Pierre Lescure, président du Festival de Cannes, ancien président du Festival de Cannes, qui a révélé comme ça qu'il a viré Jack Lang. À partir de 2020, il ne l'invitait plus au Festival de Cannes, puisque Jack Lang avait la fâcheuse habitude, en quittant Cannes, de dire au réceptionniste de l'hôtel, vous n'avez qu'à envoyer la facture au festival. Alors moi, j'aimerais dire peut-être à Monsieur Lescure qu'il fallait le faire savoir à l'époque, peut-être porter plainte contre Jack Lang, ou alors, à ce moment-là, ne jamais le dire. Mais pourquoi le dire spécifiquement aujourd'hui ? Je trouve ça un peu étrange. Nicolas Boutin, pour conclure cette séquence, quelle suite va être portée à cette affaire ? Donc pour l'instant, on essaie de prendre un maximum de témoignages et d'identifier un maximum de victimes. Je suppose qu'il n'y a pas encore de date de procès ou de suite judiciaire. Non, effectivement, là pour l'instant, vraiment les enquêteurs vont tout éplucher, vont regarder tout ce qui est possible d'éviter la prescription des faits et pour ensuite tenter de pouvoir entrer en voie de condamnation, en tout cas de le renvoyer vers la cour d'assises et entrer en voie de condamnation. Merci beaucoup Nicolas Boutin. La semaine prochaine, je reviendrai avec un sujet plus léger. Non, je crois que la semaine prochaine, on parlera de des élections municipales à Carpentras, ville maudite pour le Rassemblement National. Vous y avez fait un tour et vous revenez avec un reportage, donc on aura l'occasion d'en parler jeudi prochain avec les auditeurs. Merci beaucoup Nicolas, à très bientôt. Merci. Et avant d'accueillir Fergan Aziaris, chers auditeurs, vous avez été nombreux à nous écrire, on va donc traiter vos questions. Une remarque de syntaxe, je crois que le fautif a quitté le plateau parce que Jérémy Bouy nous a quittés. S'il vous plaît, dites à l'intervenant actuel et aux autres de ne plus utiliser la formule « ça va être » avec le T surajouté qui est un barbarisme qui se répand de plus en plus. Alors allez, peut-être que j'en fais partie. Non, le responsable est exclusivement Jérémy qui sera puni. Et comme les absents ont toujours tort de toute façon. Pourquoi ne pas mentionner que M. Epstein était vraisemblablement un agent du Mossad via son service de renseignement. Alors pour tout vous dire, chers auditeurs, il y a un très bon article sur Valeurs Actuelles qui répond à cette question. Jeffrey Epstein était-il un agent du Mossad ? Je vous invite à aller le lire et vous aurez la réponse à cette question.
Non, l'affaire Epstein n'a pas commencé avec le suicide étrange, mais quand le FBI a commencé à enquêter après l'achat et la livraison à l'île de Little St. James de plus de 1200 litres d'acide sulfurique concentré. Alors ça, c'est une rumeur effectivement qui court sur le web. On a pour l'instant aucune preuve de ce qui est avancé. Non, puis de mémoire, surtout, elle a commencé en soi bien plus tôt avec sa première condamnation dans les années 2008. Absolument, en 2008, ouais. Alors bonsoir. Le problème, ça c'est, je pense qu'on peut, ça faisait allusion au débat que nous avions sur Bruno Retailleau. Le problème de l'URSS était un parti unique, ce qui ne pouvait aboutir qu'à l'éclatement du bloc rigidifié. Nous avons de fait éprouvé par les votes un système unique avec des étiquettes variées, mais c'est comme les lessives, le contenu ne change que par le parfum. Finalement, droite, gauche, même combat, même système. Merci en tout cas pour vos contributions, au débat, chers auditeurs. On va accueillir Fergan Aziari d'ici 5 minutes. En attendant, je voulais juste... Alors ça n'a rien à voir avec l'affaire Epstein, mais ça vient juste après le dossier. Il y a un excellent 4 pages de Victor Hérault sur la Sciences Po Connection. La Sciences Po Connexion, allez, pour rester en français. Ils sont ministres, députés, candidats ou conseillers. Ils portent les couleurs du RN, de Reconquête des Républicains ou du camp macroniste. Ils viennent des mêmes couloirs du 27 rue Saint-Guillaume, plongés dans le bon cru 2012-2017 de l'Institut d'études politiques de Paris. Alors, pour la petite anecdote... C'est vraiment le genre de papier dont je raffole absolument. Pardon, je vais pas dire l'horrible anglicisme de name dropping, mais finalement c'est un moment. Vous avez pas fait Sciences Po, vous, Étienne? Non, je suis passé assez loin d'ailleurs. C'est pas faute d'avoir candidaté, cela dit. Ah, vous avez essayé? Oui, j'ai essayé, oui. Vous avez essayé, vous n'êtes donc pas devenu wokiste? Non, j'ai été considéré comme un soldat politique, je crois. Ah. Hommage à qui de droit. À qui de droit, voilà. À qui de droit. Absolument. On va en venir à l'interview de Fergan Aziari, chers auditeurs, mais en attendant peut-être un petit message de votre radio. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Restons courtois. Marc Hainaut. Et bonsoir chers auditeurs, vous êtes bien sur l'antenne de Radio Courtoisie dans l'émission Restons Courtois, animée comme tous les jeudis par Valeurs Actuelles. Je suis Marc Hainaut et je suis en plateau avec Valentin Gore du service politique de Valeurs Actuelles. Bonsoir à nouveau Valentin. Et Étienne Darjac, éditorialiste, chroniqueur bien connu de cette radio. Et je reçois Fergan Aziari. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'auteur de cet excellent et courageux ouvrage L'Islam contre la modernité. Attends, dans la caméra, voilà. Oui, ouais. Aux éditions, aux presses de la Cité. Dans cet ouvrage à la fois riche et vraiment, j'insiste, accessible à tous, c'est-à-dire que c'est fabuleux, on sort de ce livre intelligent et vraiment en ayant l'impression d'avoir tout compris, ce qui peut être rare par les temps qui courent. Vous entrez dans un combat intellectuel contre l'islam, on peut le dire comme ça. Et en fait, j'ai presque une question de préambule avant de vous questionner sur le livre. On sait à quel point il est difficile, à quel point il faut être courageux aussi pour affronter ce sujet frontalement. Question très simple, pardon, est-ce que vous avez été menacé depuis que ce livre est sorti ? J'ai quelques menaces de courageux anonymes sur les réseaux sociaux, mais je tiens à dire que ce qui m'effraie, c'est pas tant les menaces des fanatiques que le risque d'une certaine désinvolture de mes concitoyens. Parce que il faut quand même rappeler que nos ennemis sont forts de nos faiblesses avant toute chose, et que le premier risque, c'est celui-ci, c'est notre désinvolture et notre lâcheté. J'ai entendu dire, alors je crois que c'est Pierre Valentin qui le relevait dans Transmission, que vous avez mis 5 ans à écrire ce livre. Finalement, c'est un projet qui a été long à maturer.
C'est un projet assez long parce que c'est pas facile de traiter 1400 ans d'histoire pour une civilisation, une ère culturelle aussi vaste que l'islam. Il fallait aussi, je crois, un ouvrage qui synthétise la plupart des données qui ont été produites sur ce sujet depuis longtemps, mais que certains n'osent pas toujours explorer. En tout cas, on précise que vous êtes issu d'une famille comorienne musulmane, donc qui est arrivée en France. Vos parents sont arrivés en France en quelle dans les années 70, peu après l'indépendance. Voilà. Et en fait, vous justifiez ce livre notamment par cette phrase, page 19, l'auteur de ces lignes ne peut se résoudre à ce que le monde d'où viennent ses ancêtres reste englué dans la déchéance la plus complète. En fait, ce livre, vous l'écrivez aussi pour vous, pour le monde d'où vous venez ? Tout à fait, en partie. C'est-à-dire que ce livre est le fruit, on va dire, d'une double perspective. Je suis à la fois un citoyen français issu de la tradition libérale, et donc en tant que libéral, je suis forcé d'admettre que les sociétés musulmanes entretiennent quelques conflits, c'est le moins qu'on puisse dire, avec les principes qui sont les miens. Et par ailleurs, vous l'avez rappelé, mes parents sont originaires des Comores. Alors si je rappelle ce parcours, ce n'est pas du tout pour me donner un argument d'autorité. L'identité ne dit absolument rien de la qualité de vos propos. Mais en l'occurrence, quand on est issu de l'immigration postcoloniale, je crois qu'on est nécessairement amené à s'interroger sur les dysfonctionnements qui ont conduit nos ancêtres à l'exil, et en l'occurrence, qui ont conduit les miens à voyager à plus de 8000 km de leur lieu de naissance pour obtenir une vie décente. Et le drame, selon moi, c'est que beaucoup de descendants de l'immigration musulmane peinent à tirer les conclusions qui s'imposent de leur présence dans les sociétés occidentales. Et ce qui est vous, c'est que ce livre, vous le faites démarrer en fait à l'Hégire, vous le faites démarrer vraiment au tout début de l'islam, et vous rappelez que contrairement à la légende dorée, l'islam n'a en rien favoriser l'émergence de la culture arabe, n'a en rien été un coup de fouet justement pour sa culture, et qu'au contraire, elle a détruit tout ce qui lui préexistait. Alors c'est un point qui est très important de l'ouvrage, c'est-à-dire que la propagande musulmane enseigne que l'islam serait né dans une espèce d'Orient arriéré, illettré, anarchique, c'est-à-dire qu'il y a eu une véritable volonté des historiens musulmans de dévaloriser l'héritage des sociétés pré-islamiques, conformément à un schéma colonial tout à fait classique. Et ce que j'explique dans ce livre, c'est que ce récit a eu un effet dévastateur dans le monde musulman, parce qu'il a persuadé les disciples de Mahomet que leur superstition était la meilleure chose qui pouvait arriver à la région. Et moi, je rappelle que le Proche-Orient n'a pas attendu l'arrivée de Mahomet pour être un prestigieux foyer de science et de culture. L'islam, lorsqu'il débarque au 7e siècle, s'installe à l'intérieur de l'un des plus vieux carrefours d'hommes et de peuples civilisés qui soient au monde, pour citer l'historien Fernand Braudel. Et quand on se souvient que le monde arabe, avant l'arrivée de l'islam, donnait des empereurs et des impératrices à Rome, des professeurs à Athènes, donnait des souverains chrétiens, une reine catholique qui secourait Constantinople face aux Goths, quand on se souvient que le monde berbère, avant l'islam, donnait à la littérature latine des romanciers talentueux, des papes à la chrétienté, quand on se souvient que des siècles avant l'islam, en Afghanistan, on produisait de magnifiques sculptures gréco-bouddhistes, on est en droit de contester le mensonge d'un islam civilisateur, et on est en droit de penser avec Lord Lévi-Strauss que l'islam a coupé en deux un monde beaucoup plus civilisé. Et moi, mon vœu le plus cher serait que les musulmans, un jour, cessaient peut-être à cette uchronie en se demandant ce que serait leur existence aujourd'hui si la prédication de Mahomet avait échoué. Et je pense qu'ils seront sauvés le jour où ils se poseront cette question sur un ton nostalgique. Vous avez eu cette phrase très forte, qui est d'ailleurs le titre d'une de vos sous-parties, c'est « L'islam a mutilé l'héritage de l'Orient ». C'est vrai, je me suis déjà rendu une fois en Jordanie, et c'est vrai, quand on voit le site de Petra, c'est les vestiges de la civilisation nabatéenne, et qu'on voit l'état de la Jordanie actuelle, on ne peut s'empêcher de se dire, mais en fait, que s'est-il passé en réalité ? C'est exactement la question que je pose, c'est que s'est-il passé ? Et le drame, c'est qu'en effet, les musulmans n'aient pas manifesté beaucoup d'intérêt pour les civilisations pré-islamiques, et vous avez évoqué le site de Petra, on pourrait aussi parler du site de Palmyre en Syrie, et tous ces vestiges des grandes civilisations du passé qui, curieusement, ont attendu l'arrivée des archéologues et des explorateurs européens pour être exhumés et déchiffrés. Les hiéroglyphes en Égypte ont attendu l'arrivée d'un Français, Jean-François Champollion, pour être déchiffré au XIXe siècle, là où les natifs musulmans ont manifesté très peu d'intérêt pour des choses qu'ils côtoyaient. C'est comme si, par exemple, les Arabes, les Turcs, les Persans avaient manifesté beaucoup plus d'intérêt pour les Gaulois
que les Français eux-mêmes. Voilà le genre d'anomalie auquel nous sommes confrontés et qui explique bien des désastres actuels, à mon avis. Je vais laisser à mes chroniqueurs l'occasion de vous poser des questions, mais on va faire un petit bond dans l'histoire. Vous battez aussi en brèche l'illusion, l'excuse presque que le retard des sociétés musulmanes est dû notamment à la colonisation, où on dit la colonisation et la nuit, la nuit coloniale, coloniale, tout à fait, qui était une expression d'un indépendantiste algérien. Tout à fait. Et Ferhat Abbas. Absolument. Ça lui a pas porté chance. C'est au fond, cette excuse pour vous ne tient pas la route. Elle ne tient pas la route et elle a l'inconvénient d'empêcher les musulmans de faire leur autocritique. C'est-à-dire que l'idée que la misère du monde musulman serait imputable à la colonisation européenne entretient implicitement une espèce de mythe de l'âge d'or qui voudrait qu'avant l'arrivée des Européens, les sociétés musulmanes auraient été des Eldorado droits de l'homiste, progressistes, à la pointe de la modernité. On sait évidemment que ce n'est pas le cas. On ne peut pas reprocher à Bonaparte le fait que les Égyptiens ne connaissaient pas l'imprimerie avant l'arrivée des troupes françaises et mettent d'ailleurs 20 ans après le départ de ces troupes pour s'approprier cette technologie. On ne peut pas reprocher aux Européens le fait que les Ottomans mettent 3 siècles précisément après Gutenberg pour s'approprier l'imprimerie, là où les minorités juives et chrétiennes de l'Empire ottoman utilisaient déjà cette technologie 250 ans plus tôt. Et encore, l'introduction de la technologie en milieu musulman, on la doit à un renégat d'origine hongroise, donc même pas un musulman natif, si vous voulez. Et donc, l'idée que la colonisation occidentale serait responsable de tous les maux du monde musulman néglige le fait que ces sociétés étaient des sociétés autoritaires bien avant l'arrivée des Européens. C'était pas des Eldorado droits de l'homiste, c'était des sociétés esclavagistes d'ailleurs, qui pratiquaient parfois l'esclavage dans des proportions bien plus élevées que celles que l'on retrouvait sur le continent américain. Je prends l'exemple du califat de Sokoto, qui est situé dans l'actuel Nigeria, et qui était l'une des plus vaste société esclavagiste de l'histoire moderne avant son démantèlement par les puissances européennes. D'ailleurs, pour reprendre la question de l'esclavage, on sait que cette institution était tellement enracinée dans le monde musulman que ces derniers n'ont jamais été capables de produire un discours abolitionniste avant l'arrivée des Européens. Il n'y a jamais eu l'équivalent de la controverse de Valladolid en terre d'islam, cette controverse qui, au XVIe siècle, met en scène des théologiens espagnols qui vont s'insurger contre les exactions de leurs compatriotes dans les Amériques. Il n'y a jamais eu en terre d'islam l'équivalent d'un Condorcet, l'équivalent de cette société civile comme la société des Amis des Noirs, cette société civile qui va se battre pour l'abolition des traites négrières, à tel point que le reflux de l'esclavage en terre d'islam doit presque tout aux interventions coloniales occidentales, ce qui est un véritable tabou historiographique. Toute la littérature dite anticoloniale se garde bien de rappeler ces faits, de rappeler le fait que ce sont les Français qui ont en Algérie forcé les indigènes à renoncer au commerce de nègres tel qu'on l'appelait à l'époque à partir de 1848. Ce sont les Français qui ont fermé les marchés d'esclaves au Maroc au début du XXe siècle, donc une époque quand même assez tardive. Ce sont les Britanniques qui ont fait pression sur l'Empire ottoman afin que celui-ci renonce petit à petit aux traites négrières, mais aussi aux traites des peuples du Caucase. Et pour vous dire à quel point, effectivement, l'esclavage était une institution enracinée, l'Empire ottoman n'a jamais été capable de déclarer l'esclavage illicite, et ceci jusqu'à sa dissolution après la Première Guerre mondiale. Donc il n'y a pas d'âge d'or en la matière, et on ne peut pas imputer aux Européens des maux qui précèdent largement leur arrivée. Alors, vous faites, on pourrait penser que cette incapacité, on va dire, de l'islam à s'imprégner, on va dire, de la culture occidentale est due au fait qu'il s'agit tout simplement d'une civilisation autre et que ce qui marche pour les sociétés musulmanes marche aussi pour les autres sociétés. Or, vous faites un parallèle très intéressant avec la colonisation, entre guillemets, de l'Inde par les Anglais, où vous montrez à quel point autant la société hindoue s'imprègne de culture occidentale et même demandeur d'une telle culture. Et moins réfractaire, en effet. Et moins réfractaire, et l'impossibilité pour les Anglais de pénétrer les familles musulmanes, donc plutôt originaires du Sindh, à pénétrer justement ces cultures et de voir justement dans ces communautés un rejet total et absolu de ce qui pourrait leur apporter. Ce qui est assez spectaculaire, c'est que la colonisation occidentale a concerné une multitude d'aires culturelles et de communautés. Donc les musulmans ne sont pas les seuls à avoir été confrontés au défi de l'impérialisme occidental. Il y a eu des peuples
animistes en Afrique, il y a eu des peuples en Asie, il y a eu le Japon, alors qu'il n'a pas été colonisé, mais qui avait quand même été confronté à une certaine hégémonie, notamment américaine. Et ce qui est assez spectaculaire, c'est que tout le monde ne va pas réagir de la même manière aux défis de l'impérialisme occidental. Et ce qui est assez... et ce que je souligne dans ce livre, c'est que de tous les indigènes juifs, chrétiens, musulmans, bouddhistes, animistes qui ont été confrontés à la colonisation occidentale, les musulmans figuraient parmi les communautés les plus réfractaires aux idées modernes, et cela se traduit notamment par leur sous-représentation dans les institutions scolaires dans tous les pays où l'Occident est implanté. En Algérie, par exemple, vous aviez des rapports officiels qui se désolaient que les musulmans tendaient à bouder les écoles françaises, là où les juifs étaient très demandeurs de la modernité européenne. En Syrie et en Égypte, les indigènes chrétiens, juifs, étaient aussi beaucoup plus demandeurs des apports culturels européens que les musulmans. En Inde, vous l'avez rappelé, les hindous étaient beaucoup plus ouverts, en tout cas beaucoup plus disponibles, avaient une plus grande disponibilité à l'égard des apports culturels européens que les musulmans. Et donc là, on a un schéma, et un schéma d'autant plus intéressant qu'on pourrait en réalité remonter à une époque au plus lointaine, en rappelant qu'il y a eu une asymétrie totale en matière de curiosité intellectuelle entre l'Orient et l'Occident. Je prends un exemple, par exemple, le cas de l'étude des langues. Là, on recense en Europe, dès le Moyen-Âge, des lettrés chrétiens qui vont apprendre l'arabe, y compris d'ailleurs pendant les croisades. Alors certes, parfois à des fins polémiques, à des fins missionnaires, mais tout de même, il y a un effort de compréhension et d'imprégnation de la culture de l'autre, et il n'y a jamais eu cette attitude équivalente en terre d'islam. La tradition orientaliste européenne n'a jamais eu son pendant en terre d'islam, et c'est quand même quelque chose qui est remarquable et qui éclaire aussi les problèmes d'intégration que nous connaissons et qui ne sont pas du coup un accident de la modernité, mais qui s'inscrivent dans une espèce de continuité, une espèce de sectarisme culturel, intellectuel qu'on peut faire remonter malheureusement aux origines de l'islam. Vous êtes bien à l'antenne de Radio Courtoisie dans l'émission Restons Courtois, animée comme tous les jeudis par Valeurs Actuelles. Nous recevons Fergan Aziari pour son livre L'islam contre la modernité. Étienne Darjac, vous avez une question pour notre invité. Oui, tout à fait. Vous venez de faire un constat que j'ai trouvé particulièrement brillant et intéressant. Je vous en remercie. La question me semble être, parce que peut-être que vous la traitez dans le livre, que je n'ai pas lu pour être honnête encore. La question qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est: ceci étant dit, que faire ? Comment, une fois ce constat posé, on se confronte à la présence de sans doute 6 à 8 millions de musulmans en France, beaucoup plus que ça en Europe. Est-ce que derrière votre livre, il y a l'idée d'une réforme de l'islam ou d'un abandon de l'islam par les musulmans ? Quelle est l'option que vous choisissez ? Alors moi, je ne crois pas en une réforme de l'islam. Je ne crois pas en un islam des Lumières. C'est une chimère qu'on entretient depuis 2 siècles. Et je n'y crois pas pour une raison très simple, c'est que les textes musulmans étant ce qu'ils sont, compte tenu du statut qu'ils revendiquent, compte tenu du condensé de violence, de haine et d'attentat à la dignité humaine que constituent les textes fondateurs de l'islam, la tentative de civiliser l'islam de l'intérieur s'apparente pour moi à un effort comparable à ceux de ces alchimistes qui voulaient transformer le plomb en or. Donc je ne crois pas en cette sortie. En revanche, je crois en une approche beaucoup plus voltairienne. C'est-à-dire que je trouve que l'islam des Lumières, si vous voulez, c'est faire beaucoup trop de concessions à une superstition qui ne mérite pas d'être défendue. Et c'est tout simplement détourner les musulmans et les non-musulmans d'une vérité tout à fait rationnelle et scientifique, qui est que l'islam est une religion fondée sur un tissu de mensonges, que le Coran n'est absolument pas un texte divin, que c'est un texte de l'Antiquité tardive qui recycle des traditions juives, chrétiennes, zoroastriennes. On sait que les 5 prières par jour, ça vient du zoroastrisme. Et je pense qu'en France, nous sommes les héritiers d'une tradition orientaliste et islamologique prestigieuse. Et nous avons aujourd'hui les outils critiques pour opposer à l'islam un discours tout à fait rationnel. La grande curiosité, c'est que nous n'osons pas utiliser ces outils à notre disposition. En fait, je n'aurais jamais dû écrire ce livre. Ce livre aurait dû être écrit par des islamologues qui auraient dû faire le boulot à ma place. Et les connaissances, les données dans ce livre auraient dû être transmises par l'éducation nationale. Si on avait vraiment une institution qui faisait son boulot, ce serait à elle de transmettre une vision critique du fait islamique au lieu de recycler la vulgate musulmane au nom
en vertu d'un certain paternalisme aussi. Et moi, j'assimile cette attitude à une forme de condescendance à l'égard des musulmans, c'est-à-dire que il faut qu'on arrête de parler aux musulmans comme s'ils étaient des enfants attardés, à qui on fait miroiter l'existence du Père Noël, et à qui serait incapable d'entendre une vérité tout à fait accessible. Oui, vous dénoncez notamment la dangereuse illusion de l'islam libéral, et quelques pages plus loin, d'ailleurs, vous dites de manière un petit peu provocante, mais je pense tout à fait réelle d'un point de vue religieuse, les membres de Daesh appliquent les textes islamiques à la perfection. Oui, ce n'est absolument pas une provocation, c'est tout à fait... ce qui pourrait être perçu comme une provocation par énormément de personnes dans ce pays. Oui, mais malheureusement, ce sont des gens qui ne s'intéressent pas aux sources, et le fait est que Daesh applique les textes islamiques à la perfection. Quand Daesh met en place une industrie de l'esclavage sexuel, il se réfère à des traditions musulmanes qui dépeignent le prétendu prophète comme étant un adepte de cette institution diabolique. Donc, c'est la raison pour laquelle moi je ne fais pas de distinction entre l'islam et l'islamisme. C'est un artifice sémantique qu'on a forgé dans les années 80, à un moment où l'Europe accueillait d'importantes populations de culture musulmane. Alors, tantôt pour de bonnes et de mauvaises raisons, les bonnes ne pas stigmatiser, la mauvaise, une volonté de mettre la poussière sous le tapis. On a inventé cet artifice sémantique pour édulcorer la réalité non seulement de la théologie musulmane, mais tout simplement de la réalité sociologique du monde musulman. Parce que, sans faire de la sociologie, le fait est que le monde musulman aujourd'hui se caractérise par une multitude d'anomalies statistiques. Le monde musulman est composé d'une quantité disproportionnée de régimes autoritaires où la liberté relève de la science-fiction. Il y a 1,9 milliard de gens qui peuplent ce monde musulman. Seulement 3% d'entre eux vivent dans des régimes plus démocratiques que la moyenne. La quasi-totalité des sociétés musulmanes se situe dans la moitié inférieure de tous les grands classements qui s'intéressent à l'égalité homme-femme. L'essentiel des minorités les plus discriminées dans le monde vivent en terre d'islam. Les sociétés musulmanes sont surreprésentées sont surreprésentées dans les conflits armés, donc ils sont plus belligènes que la moyenne. Le palmarès des organisations terroristes les plus meurtrières est principalement composé d'organisations musulmanes. Donc, quels que soient les indicateurs politiques, économiques, sociaux, culturels, les sociétés musulmanes sont très en deçà des standards que nous sommes en droit d'attendre des sociétés civilisées. Et nous gagnerions à être honnêtes sur le constat pour être en mesure d'appliquer des solutions crédibles. Valentin Gore, est-ce que vous avez une question ? Oui, bien sûr. Je rebondis sur ce que vous disiez, Marc, qui m'intéresse beaucoup dans vraiment l'exposé que vous faites, qui est passionnant. Cette distinction islam-islamisme, qui là aussi est reprise en France. Vous parlez des accommodements aussi, voilà, vous l'avez un peu dit. Comment dépasser ça malgré tout ? Je reviens à cette question parce que on se dit évidemment que vous êtes dans le vrai, mais comment convaincre, comment entamer ce débat aujourd'hui avec une communauté musulmane qui est très diverse, qui pense très différemment. Il y a beaucoup de musulmans qui évidemment seraient horrifiés de ce que vous dites parce que ont leur vision à eux et ils ne se considèrent pas du tout. On pourrait adhérer potentiellement à un islam des Lumières, en tout cas s'en revendiquerait. Comment réussir à entamer ce dialogue, si dialogue il y a ? Moi, je crois toujours au dialogue. Je ne crois pas que tous les systèmes de valeurs se valent. Ça, c'est pour le coup, quelque chose sur lequel je ne transige pas. Mais je crois en la possibilité d'un dialogue pour peu que celui-ci ne soit pas hypocrite et ne mette pas la poussière sous le tapis. Je pense qu'il y a des gens sincères qui se revendiquent de l'islam et qui ne sont pas forcément mal intentionnés. Évidemment, je pense qu'il est de notre devoir de les interpeller sur le paradoxe suivant. Demandez-vous pourquoi vous êtes en Occident. Demandez-vous pourquoi vous êtes en Europe. Demandez-vous pourquoi c'est dans les sociétés non musulmanes que les musulmans ont le plus de droits et de libertés. Demandez-vous pourquoi c'est dans les sociétés non musulmanes que votre condition est la moins désagréable. Et demandez-vous vraiment s'il est dans votre intérêt que la religion que vous professez gagne en autorité, gagne en part de marché. C'est là le paradoxe en fait de la situation, c'est que l'islamisation du continent européen que nous connaissons, vraisemblablement, n'est dans l'intérêt de personne. Ni de la droite qui est attachée à une certaine culture chrétienne, ni de la gauche qui est attachée à un certain idéal progressiste. Il suffit de regarder le fonctionnement du monde musulman 5 minutes pour bien s'apercevoir qu'entre Simone de Beauvoir et Mahomet, la cohabitation est un peu difficile. Ni des libéraux qui sont attachés à une certaine éthique de l'individu. Et même les musulmans, j'insiste là-dessus, n'ont pas intérêt à ce que leur superstition gagne en part de marché parce que cela aboutirait immédiatement à la destruction des institutions dont ils bénéficient. Et c'est pourquoi moi je crois beaucoup à cette phrase
d'Ernest Renan, qu'il faut, je pense, crier sur tous les toits, c'est que les musulmans sont la première victime de l'islam, ça reste quand même les musulmans, et émanciper les musulmans de leur religion, c'est le meilleur service qu'on puisse leur rendre, en sachant qu'il n'y a rien de paternaliste là-dessus, puisque c'est aussi un service qu'on se rendrait nous-mêmes. En fait, vous voudriez que l'islam devienne une religion uniquement spirituelle et perde le côté non, absolument temporel. pas. Moi, je veux une sortie de la religion. Je pense que je ne crois pas en cette espèce de solution partielle et mythologique. Je pense que aussi longtemps que nous nous acharnerons à reconnaître à l'islam la moindre validité sur le plan spirituel et moral, on condamne nos sociétés à des dissonances cognitives beaucoup trop fortes, et surtout, on armera toujours les fanatiques et les égorgeurs, les assassins, qui pourront toujours se prévaloir d'être les plus conformes à l'orthodoxie islamique, ce qui n'est, là encore, je le répète, dans l'intérêt de personne, ni des modérés, ni des incroyants, ni de qui que ce soit. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire, de désislamiser un pays. Alors, vous avez raison de dire que c'est un défi anthropologique qui est inédit. Ceci dit, quand je regarde un pays comme l'Iran, je trouve que c'est un cas qui est très intéressant parce que l'Iran, c'est le premier pays qui succombe aux expansions musulmanes à partir des 7e, 8e siècles. La Perse sassanide est le premier pays qui tombe, affaibli par ces conflits avec l'Empire romain d'Orient à l'époque. Et aujourd'hui, quand vous regardez certaines enquêtes sociologiques, je pense notamment à celle du Gaman qui a été publiée par la Fondapol, donc un laboratoire d'idées auquel je participe, qui est présidé par Dominique Régnier, eh bien, certaines enquêtes sociologiques vous montrent que en Iran, les niveaux de désaffiliation religieuse sont quand même assez spectaculaires, avec une proportion très élevée de gens qui ne se disent plus musulmans, un effondrement quand on fait une analyse onomastique, il y a de moins en moins de gens qui donnent des prénoms musulmans aussi, donc de plus en plus de gens se disent soit sans affiliation religieuse, soit athées, soit chrétiens, soit zoroastriens par fidélité. Il y a une augmentation de conversion au christianisme en Iran, a priori. Il y a une désaffiliation en effet religieuse, et je me dis très très simplement que si dans une théocratie sanguinaire, où le simple fait de montrer vos cheveux, d'être mal voilé, vous vaut d'être assassiné, si dans une théocratie sanguinaire où le moindre militant qui conteste l'ordre établi est capable d'enfanter, en tout cas d'observer des niveaux de désaffiliation religieuse aussi élevés, eh bien je me dis que nous en Occident, compte tenu des espaces de liberté qui sont encore les nôtres, nous n'avons aucune excuse, mais pour peu que nous prenions le taureau par les cornes, et que l'on arrête effectivement d'édulcorer la réalité de l'islam. En tout cas, vous parlez notamment de la Belgique et de la Grande-Bretagne. En parlant de la Belgique, d'ailleurs, vous dites que le roman Soumission de Michel Houellebecq, c'est pas facile à dire en fin de journée, fait office de documentaire. Concrètement, ces pays pour vous sont perdus? Je n'aime pas dire qu'un pays est perdu parce que même si je ne suis pas chrétien, j'essaye de cultiver quand même une petite espérance. Donc, mais c'est vrai que la Belgique est dans une situation tragique, mais c'est pas le seul pays. Le Royaume-Uni, même en France, on a quand même intériorisé des anomalies qui sont invraisemblables. Quand, par exemple, à l'issue de l'affaire Mila, une puissance comme la nôtre en soi, déscolariser une gamine qui a insulté un être invisible parce que l'État n'est plus capable de la protéger de ses éventuels assassins, quand l'Angleterre doit se résoudre à voir partir l'écrivain Salman Rushdie aux États-Unis parce que désormais le pays qui a inventé le parlementarisme moderne, qui a inventé l'habeas corpus, la Magna Carta, n'est plus capable de protéger les libertés fondamentales d'un écrivain d'origine immigrée, puis qui plus est, et qui est un apostat. Quand je vois qu'aux Pays-Bas, une personnalité comme Ayaan Hirsi Ali, d'origine somalienne, doit quitter la patrie de Spinoza, la patrie qui avait jadis accueilli Descartes après l'assassinat de Theo van Gogh, parce que là encore, le berceau de la tolérance, les Pays-Bas, n'est plus capable de garantir la sécurité d'une personnalité d'origine musulmane qui se rebelle contre les traditions oppressives de sa communauté d'origine. Il y a des tas de symptômes qui montrent en effet que l'Europe a entamé un processus de décivilisation, et il faut poser un diagnostic implacable sur ces mots pour pouvoir appliquer le traitement qu'il convient. En parlant de la France, vous plaidez notamment pour une république forte, un peu à la manière c'est la Troisième République qui a opéré
la séparation de l'Église et de l'État. Vous ne croyez pas, comme Éric Zemmour, vous en parlez d'ailleurs de son livre dans votre ouvrage, un sursaut judéo-chrétien, vous croyez pas vraiment à un rempart du christianisme, que le christianisme pourrait être un rempart face à l'islam? Alors, moi, je ne suis pas chrétien, donc ça me paraît difficile de plaider en faveur d'une religion à laquelle je n'adhère pas. Éric Zemmour, il parvient culturellement, en tout cas. D'ailleurs, c'est ce que vous lui reprochez un petit peu. Alors, il n'y a pas que moi qui lui reproche, puisque, y compris, je lis les critiques qui émanent des chrétiens, et il y a aussi une forme de malaise quant à une vision un peu utilitariste de la religion qui parfois désarçonne les croyants. Et purement identitaire, là où je pense que le christianisme est un petit peu au-delà de ça, même si je ne suis pas un spécialiste de la théologie chrétienne. Moi, je dis les choses très simplement. À tout prendre, si demain on me donne le choix entre une société de culture chrétienne et une société de culture islamisée, je choisis la culture chrétienne sans hésiter, donc je ne renvoie pas. Comme Richard Dawkins. Comme Richard Dawkins, en effet, qui a beau être athée, ne s'amuse pas à renvoyer les religions dos à dos, parce que ce n'est pas honnête intellectuellement compte tenu des réalités sociologiques des communautés respectives. Ceci dit, il est vrai que le disciple de Voltaire que je suis est sceptique quant à un usage utilitariste de la religion chrétienne. Non pas que j'y sois hostile en tant que tel, mais je constate que sur le plan historique, l'idée que le christianisme serait un rempart crédible contre l'islam me semble être démentie par 1400 ans d'histoire au cours desquels la chrétienté a presque toujours battu en retraite face à l'avancée de l'islam. Alors, à quelques exceptions près, on pense à la Reconquista en Espagne notamment, mais en Afrique du Nord, en Égypte, en Syrie, en Jordanie, vous l'avez évoqué, l'Arabie, l'Anatolie, le siège de l'Empire byzantin, le Liban, tous ces pays étaient jadis de culture chrétienne, et je remarque que l'islam a balayé tout ça, à tel point que ces populations cultivent l'ignorance de leur passé pré-islamique avec une fierté déconcertante et, de mon point de vue, peu justifiée. Il reste l'Arménie aussi. Oui, c'est vrai. Alors que sur le plan historique, je remarque que l'un des rares moments où la civilisation islamique va véritablement trembler dans ses fondements, dans ses fondations même, c'est à partir de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle, avec le déversement des idéologies séculières et la diffusion des idéaux révolutionnaires dans le monde arabo-musulman. Ce n'est pas au nom des évangiles, mais du progrès et des Lumières que Atatürk va bazarder les caractères arabes pour les remplacer par des caractères latins. C'est au nom du progrès que le Tunisien Bourguiba va tenter de moderniser la condition féminine. C'est au nom du progrès que la Perse va s'essayer au XXe siècle à une première tentative constitutionnelle et démocratique. Et donc, je remarque une chose très simple, c'est que 2 siècles de modernité placés sous la bannière des Lumières et du progrès ont fait bien plus pour ébranler les mentalités et les institutions du monde musulman que 1000 ans de chrétienté et de littérature apologétique. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas allé au bout du processus, mais moi je dénonce précisément la pusillanimité du camp libéral et progressiste et son refus d'utiliser toutes les armes que le progrès et les Lumières mettent à notre disposition. Et je remarque qu'un pays comme la France s'est montré bien plus intransigeant à l'égard de sa propre religion historique qu'il ne l'est aujourd'hui vis-à-vis d'une superstition importée bien plus dangereuse. Je rappelle quand même que les institutions républicaines telles que les Français les affectionnent sont le fruit d'un combat anticlérical qui a été d'une dureté que nous avons complètement oubliée. La Troisième République, que l'on crédite d'avoir instauré les grandes libertés économiques de la presse, c'est elle qui, en 1880, en 1902, 1903, va expulser des milliers de religieuses et de religieux, alors à tort ou à raison selon les points de vue. C'est elle qui va... C'est le rappeler en 1915, pendant la Première Guerre mondiale, lorsque les poilus mouraient dans les tranchées. Ouais, c'est elle qui va ficher des militaires qui assistaient à la messe. C'est elle qui va destituer des centaines de magistrats qui refusaient d'appliquer des décrets anticléricaux. Donc on a manifesté à l'égard du christianisme une certaine intransigeance. Et moi j'appelle à, si vous voulez,
une espèce et on n'est pas capable d'appliquer cette même intransigeance en fait, et de l'appliquer à l'égard d'une superstition qui est beaucoup plus dangereuse, qui serait dans l'intérêt de tout le monde, y compris des musulmans, encore une fois, qui n'ont pas intérêt à l'islamisation de notre pays. Petite question d'actualité pour terminer. Du coup, comment vous voyez par exemple la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon ? Est-ce que vous les voyez comme des opportunistes qui, comme vous dites, infantilisent justement les musulmans pour en faire un électorat docile ? Comment vous voyez cette force politique ? Ce sont des idiots utiles qui finiront par être mangés par le crocodile qu'ils nourrissent. Dans l'histoire de l'Occident, il y a toujours eu des idiots utiles de l'islam. Déjà, lorsque les musulmans sont arrivés en Espagne, vous avez des clans dans l'Espagne visigothique qui ont utilisé les musulmans dans leur lutte de pouvoir interne. Ça s'est mal fini pour eux. On a François Ier qui scelle une alliance avec les Ottomans contre les Habsbourg. Donc il y a toujours eu des idiots utiles de l'islam qui étaient tentés d'instrumentaliser entre guillemets la puissance islamique à des fins de politique intérieure. Moi, je dis à ces gens qui voteraient la France insoumise, regardez comment les gens de gauche ont fini dans le monde musulman. Généralement, ça s'est pas bien fini pour eux. Et c'est même les premiers à passer généralement à l'échafaud. On pense notamment aux communistes iraniens. Exactement, c'est l'exemple qui revient très régulièrement. Merci beaucoup Fergan Aziari d'avoir été avec nous pour parler de votre livre L'Islam contre la modernité aux éditions Presses de la Cité. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour votre invitation. On vous retrouve dans quelques instants, chers auditeurs. D'abord, un petit message de votre radio. Aidez Radio Courtoisie à rester libre et indépendante. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque de soutien à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Et de retour à l'antenne de Radio Courtoisie, chers auditeurs, dans l'émission Restons Courtois, animée comme tous les jeudis par Valeurs Actuelles. Je suis Marc Hainaut, je suis en plateau avec Étienne Darjac, éditorialiste, et Valentin Gore, journaliste chez Valeurs Actuelles. Nous venons de recevoir Fergan Aziari, auteur de L'Islam contre la modernité aux Presses de la Cité. Restez avec nous, chers auditeurs, tout de suite une chronique d'Olivier Molin sur un intellectuel disparu. Olivier Molin, l'histoire et l'anthropologie perdent un grand nom aujourd'hui dans un silence de cathédrale. Que s'est-il passé ? En effet, début février, une triste nouvelle est apparue sur les réseaux sociaux. La mort, près de 3 mois auparavant, le 26 octobre 2025, dans son village natal de Toubab Diallo, à l'ouest du Sénégal, de Tidiane Ndiaye, à l'âge de 75 ans. Une mort dans la discrétion médiatique, c'est le moins que l'on puisse dire, dépourvu des hommages habituels de ses pairs et qui en dit long sur la gêne des milieux intellectuels et universitaires auxquels il appartenait. Économiste et anthropologue franco-sénégalais, Tidiane Ndiaye a vécu longtemps en Guadeloupe, où il a mené une carrière de chargé d'études à l'INSEE, tout en étant directeur de recherche à Subdeco Caraïbes, à Pointe-à-Pitre. Parallèlement à ses travaux économiques, il a publié plusieurs enquêtes historiques liées à l'Afrique, dont le génocide voilé, chez Gallimard en 2008, qui a fait l'effet d'une douche écossaise à ceux qui se plaisent à croire que l'Occident est coupable de tous les maux de l'Afrique. Et de quoi traite ce fameux génocide voilé ? C'est l'étude précise et documentée d'un événement historique que personne ne veut voir, tant il remet en cause la vision confortable héritée de la colonisation entre d'un côté les persécuteurs, c'est-à-dire nous, l'Occident, et de l'autre, les persécutés, les colonisés. Cet événement, c'est la traite des Noirs par le monde arabo-musulman. L'anthropologue nous montre qu'elle fut d'une autre ampleur que la traite atlantique et d'une autre nature même, ce qui, précisons-le, n'enlève évidemment rien à l'horreur de la traite européenne. Elle est d'une autre ampleur car elle a duré 13 siècles, contre 4 pour la traite transatlantique. Elle a commencé avec l'accord imposé en 652 par l'émir Abdallah Ben Saïd aux Soudanais, les obligeant à livrer chaque année des centaines d'esclaves du Darfour. Elle s'est arrêtée officiellement au cours du XXe siècle, rappelons-le quand même, 1962 pour l'Arabie Saoudite et 1980 pour la Mauritanie. Donc elle s'est donc arrêtée officiellement au cours du XXe siècle, même si on sait malheureusement qu'elle se pratique encore aujourd'hui.
Ce sont donc 13 siècles de razzia, avec son lot d'atrocités, qui ont vidé l'Afrique de ses forces vives par le Sahara, puis par la mer à l'est à partir de Zanzibar. Les historiens estiment le nombre de déportés liés à la traite transatlantique à 10 millions, celui de la traite arabo-musulmane à 17 millions, sachant que pour un esclave prélevé, il mourait en moyenne 3 Africains au cours des rafles sanguinaires dans les villages. Le commerce négrier et le djihad furent pour l'Afrique noire bien plus dévastateurs que la traite transatlantique, affirme l'auteur. Quant à la nature des deux traites, là encore, elles diffèrent. Pour épouvantable qu'ait été la traite européenne, elle n'a pas eu de visée génocidaire, nous dit Tidiane Ndiaye, contrairement à celle des négriers arabes qui pratiquaient la castration massive pour éviter que les Noirs ne fassent souche. C'est ce qui explique du reste qu'il y ait aujourd'hui dans les Caraïbes, au Brésil et aux États-Unis 70 millions de descendants contre à peine 1 million dans les pays musulmans de destination des esclaves. Mais alors que conclure de tout cela, Olivier Molin ? C'est très simple. Des deux civilisations qui ont pratiqué la traite négrière, l'européenne et l'arabo-musulmane, la première a fini par l'abolir au cours du XIXe siècle. Elle l'a combattue dans ses colonies. Elle a demandé pardon par la voix de Jean-Paul II à Gorée en 1991, et elle cultive aujourd'hui la mémoire de cette tragédie. La seconde, quant à elle, n'a jamais rien reconnu et n'a jamais vraiment aboli l'esclavage, du moins complètement. Et c'est pourtant exclusivement à la première, c'est-à-dire à la nôtre, que l'on demande des comptes. En 2001, Christiane Taubira avait reconnu comme crime contre l'humanité la seule traite européenne pour ne pas que les jeunes Arabes, je cite, ne portent sur leur dos tout le poids de l'héritage des méfaits des Arabes. La question à se poser est donc celle-ci, ne serait-il pas temps de partager un peu le fardeau ? Restons courtois, Marc Hainaut. Et de retour dans l'émission Restons Courtois sur l'antenne de Radio Courtoisie, animée comme tous les jeudis par Valeurs Actuelles. Je suis Marc Hainaut, je suis en plateau avec Valentin Gore, journaliste du service politique de Valeurs Actuelles, et Étienne Darjac, éditorialiste. Nous avons par téléphone Christophe Benz, député RN de Haute-Marne. Bonsoir monsieur le député. Bonsoir Marc Hainaut et bonsoir à tous les auditeurs de Radio Courtoisie. Christophe Benz, vous êtes député du Rassemblement National, on l'a dit, vous êtes surtout orateur de votre groupe concernant le texte sur la fin de vie. Concrètement, vous siégez en commission et vous êtes un témoin privilégié des évolutions de ce texte tel que voté en première lecture par l'Assemblée nationale puisque le Sénat a voté contre, on y reviendra bien évidemment. Avant de vous donner la parole sur ce texte, Christophe Benz, je voudrais juste faire écouter à nos auditeurs cette intervention de la députée macroniste Nicole Dubré-Chirat. On me fait signe qu'il y a un petit bug technique. Il y a un petit bug technique. Alors cette députée, Christophe Benz, vous l'avez face à vous en commission. Elle était un petit peu sortie du bois quelque part et ça vous avait particulièrement choqué. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette séquence ? Bien sûr, ça m'avait choqué, scandalisé. En fait, cette députée macroniste Dubré-Chirat, donc qui est, elle, partisane, militante pour l'euthanasie et le suicide assisté, en fait, a fait un aveu en disant que pour tous les Français qui ne pouvaient pas accéder aux soins palliatifs, malheureusement qui ne pouvaient pas, et bien finalement, on pouvait le proposer, ce dispositif d'aide à mourir, qui est en fait un système de suicide, quelle que soit sa forme, peut être assisté, peut être délégué à un soignant, mais c'est bien une forme de suicide. Et c'est là où c'est scandaleux, c'est qu'aujourd'hui, vous avez, je l'ai rappelé d'ailleurs en commission, en rebondissant sur le scandale de ces propos, et ça veut donc dire que les 200 000 Français par an qui meurent sans avoir accès aux soins palliatifs, eh bien, on leur propose comme seule alternative à la souffrance la mort. Voilà. Et c'est en ça que c'était un grave révélateur de ce qui est en train de se passer à l'Assemblée avec ce texte. On va refaire la genèse de ce texte très rapidement, Christophe Benz. Donc, il a été voté en première... Il a été voté en tout cas, il a été débattu une première fois à l'Assemblée nationale, mais la dissolution de cette même Assemblée a annulé les travaux. Il est revenu. Il a été voté en première lecture avec une majorité absolue, mais néanmoins plus courte que ce à quoi on pouvait s'attendre. Il est parti au Sénat. Les sénateurs ont fait quelque chose d'absolument formidable, c'est-à-dire qu'ils ont supprimé l'article 4 qui légalisait l'euthanasie tout simplement. Donc on aurait pu penser que le texte allait revenir vide à l'Assemblée. Il est revenu plein de tous ces articles. Qu'est-ce qui s'est passé, Christophe Benz ?
Alors malheureusement, en fait, les sénateurs ne sont pas allés jusqu'au bout de leur logique. Effectivement, ce qui s'est passé dans la commission du Sénat et dans l'hémicycle du Sénat était une bonne chose. Ils avaient vidé de sa substance le texte. Et donc, il aurait fallu qu'ils votent pour, puisque c'était un texte qui venait, en fait, au contraire, rappeler le principe de non-intentionnalité dans la provocation de la mort. Voilà, c'était en fait un renversement total du sens du texte, et tant mieux d'ailleurs. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas allés au bout et ils ont rejeté leur propre texte. Voilà. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que nous, à l'Assemblée nationale, on a récupéré à défaut donc le texte qui a été malheureusement voté le 27 mai 2025, la même version qui, au passage, et si vous voulez, on peut en parler, a encore été aggravée la semaine dernière en commission. Donc ce texte est encore en commission. Concrètement, est-ce qu'il s'est passé la même chose qu'en première lecture? Est-ce que les lignes rouges sautent les unes après les autres, Christophe Benz? Totalement. C'est ça qui fait froid dans le dos, c'est qu'on se rend compte que toutes les dérives que l'on dénonce, en fait, sont en train de se dérouler devant nos yeux au stade de la navette parlementaire. Je prends 2 exemples, si vous le voulez bien. La semaine dernière en commission, ils ont supprimé l'effectivité de l'accès aux soins palliatifs avant de pouvoir demander ce qu'ils appellent l'aide à mourir, la mal nommée aide à mourir, qui ne dit pas les vrais termes, évidemment. Ça, c'est le premier scandale. Le deuxième scandale, c'est qu'ils ont supprimé une phrase qui était importante, où l'on rappelait que la souffrance psychologique seule ne peut pas être un motif pour demander l'aide à mourir. Et donc, ils l'ont supprimé. Et donc maintenant, dans le texte en l'état, au moment où je vous parle, seule une souffrance psychologique peut suffire à demander à être suicidé. C'est glaçant. Valentin Gore, vous avez une question pour Christophe Benz. Oui, monsieur le député, comment expliquez-vous l'espèce d'acharnement des députés qui sont favorables à l'euthanasie? Vous avez raison de repréciser le terme qui est bien euthanasie. Comment vous expliquez cette volonté, alors que la France est quand même confrontée à quantité de scandales, de problèmes majeurs qu'il lui faut régler. Comment vous expliquez, que les députés macronistes, notamment, souhaitent faire avancer ce texte un peu coûte que coûte? En fait, ils ont un agenda qui est accéléré. Il faut savoir quand même qu'au passage, la présidente de l'Assemblée nationale, Mme Braun-Pivet, a été facilitatrice en la matière. Elle ne s'en cache pas puisqu'elle est militante en faveur de ce texte. Donc, ils nous ont contraints à aller beaucoup plus vite. Et je vous prends un exemple très concret. Ils ont accéléré au point de retirer de l'agenda de l'Assemblée nationale des textes pour mettre en urgence, je mets des guillemets, pour mettre en urgence la deuxième lecture de ce texte. Ce qui en dit long sur le sens des priorités de ce gouvernement et de cette majorité gauche macroniste qui est en faveur de ce qu'ils appellent l'aide à mourir. Donc c'est ça le vrai scandale, parce que la vraie urgence, à notre sens, nous qui sommes les opposants, les farouches, j'allais dire, opposants à ce texte, nous ce qu'on dit, c'est que la seule urgence, c'est le développement des soins palliatifs partout et pour tous. Ça, c'est une urgence. Alors pour le coup, le développement des soins palliatifs, Christophe Benz, visiblement, il recueille quand même l'unanimité que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée. Il y a eu une unanimité pour le développement de ces dispositions à 1 ou 2 voix près. Bien sûr, oui, tout à fait, il y a unanimité. Et j'allais dire heureusement, mais si vous voulez, cette loi sur les soins palliatifs, elle est consensuelle parce qu'elle est presque inutile. Elle n'ajoute pas vraiment grand-chose. Les outils juridiques, aujourd'hui, on les a. Elle s'appelle la loi Claes-Leonetti, 2016, donc elle a 10 ans aujourd'hui. Ce qu'il faut simplement, c'est y mettre les moyens financiers. Et les moyens financiers pour les soins palliatifs, il suffit de les faire voter dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale chaque automne. Voilà. Et malheureusement, nous on dépose, ma collègue Sandrine de Gorsuch, qui est députée des Pyrénées-Orientales, chaque année dépose des amendements pour augmenter le budget des soins palliatifs. Chaque année, ils sont malheureusement rejetés par le bloc central et la gauche. Donc ça en dit long. Ça veut dire qu'en fait, ils ne veulent pas mettre les moyens sur les soins palliatifs. Alors, en tout cas, pas à la hauteur de ce qu'il faudrait. Il y a une note très intéressante de la Fondapol de Dominique Régnier. D'ailleurs, Fergan Aziari avait cité le travail de la Fondapol dans l'interview qu'on a fait précédemment. Dominique, donc cette note explique notamment, démontre à quel point les sociétés de mutuelles notamment font une campagne active pour l'euthanasie, parce qu'on imagine bien sur l'angle économique les économies qu'elle ferait tout simplement à finalement encourager des clients âgés à se faire euthanasier plutôt qu'à d'assumer le remboursement de leurs soins. C'est ça aussi qui est glaçant, Christophe Benz, c'est que derrière évidemment les enjeux bioéthiques et moraux, il y a des enjeux sordides d'inégalité en réalité, puisque l'euthanasie ça va être le soin du pauvre presque. Bien sûr. En fait, il ne faut pas qu'il y ait de tabou.
Moi, je pense qu'il faut qu'on assume politiquement, en tout cas, moi, j'assume de dire oui, il faut plus d'argent, oui, il faut dépenser davantage. Bah oui, il y a des endroits où on peut faire des économies, réduire les dépenses. Dans le secteur des soins palliatifs, c'est l'inverse. Il faut mettre plus d'argent sur la table. Et je pense qu'effectivement, d'imaginer qu'on puisse faire une économie sur la vie humaine en ne proposant pas de soins palliatifs, mais plutôt un suicide assisté ou délégué, eh bien, c'est proprement choquant. On voit d'ailleurs des propositions absolument incroyables, notamment ce député qui proposait à ce que les médecins retraités reprennent du service, non pour soigner, non pour soulager, mais uniquement pour procéder à une euthanasie. Un scandale de plus dans un texte qui est profondément scandaleux. Et effectivement, ce n'est pas d'ailleurs le rôle d'un soignant quel qu'il soit un médecin, qu'il soit infirmier. Encore il y a 2 jours, l'Ordre national des médecins a dit son opposition. Ce n'est pas leur rôle, ce n'est pas leur mission, ce n'est pas leur métier que d'injecter une substance létale dans le corps d'une personne humaine vivante. Voilà, ce n'est pas leur métier. Leur métier, c'est de soigner, et de soigner jusqu'au bout, jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à la mort naturelle. Dernière question, Christophe Benz, on va pousser le raisonnement, on va se faire un peu l'avocat du diable. Certes, les soins palliatifs réduisent fortement la demande d'euthanasie, en tout cas c'est ce qu'on nous dit, mais au bout d'un moment, si les soins palliatifs sont impuissants à soulager, si la personne est seule, qu'elle n'a plus aucune option et qu'elle n'a pas d'autre option que de souffrir et finalement mourir, est-ce que quelque part la laisser partir de la manière dont elle le désire n'est pas un service à lui rendre ? Mais non, c'est sous-estimer le progrès humain, social et médical que représentent les soins palliatifs. Parce qu'en réalité, ce que nous disent les médecins en soins palliatifs, c'est qu'ils arrivent à prendre en charge la douleur, à prendre en charge les souffrances dans l'ensemble des cas de figure, des pathologies dont sont atteints les personnes. Donc, il y a dans la loi actuelle tous les dispositifs, jusqu'à la fameuse, on la connaît maintenant beaucoup, puisqu'on a beaucoup communiqué dessus, la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. Voilà, qui n'est pas une mort provoquée, qui n'est pas une mort intentionnelle, c'est une forme de mise en coma artificielle pour soulager totalement les douleurs. Donc, en fait, les outils, ils existent, il suffit de les appliquer, et j'y reviens, et d'y mettre les moyens financiers. Et donc concrètement, comment ça va se passer là ? L'examen en commission est bientôt terminé ? Alors, l'examen en commission est terminé. Ça y est. Il a terminé lundi et nous démarrons en hémicycle de l'Assemblée nationale lundi prochain, le 16 février. Pour des débats qui vont durer. Pour une grosse semaine. Pour une grosse semaine. Et à l'issue de cette grosse semaine, comme vous dites, le texte sera soumis au vote. Ce sera. Alors, à partir du moment, même la question est un petit peu technique, mais à partir du moment où le Sénat a rejeté le texte, il n'y aura pas de commission mixte paritaire de toute façon. Si, le Sénat va récupérer le texte en deuxième lecture. Et après, oui, c'est ça, voilà, il y a une deuxième lecture du Sénat. Soit conclusive ou non, ça on verra, impossible de dire à ce stade. Mais ce qui est certain, et je peux vous l'annoncer, c'est que là, il y a déjà plus de 2000 amendements qui ont été déposés sur les 2 textes, parce qu'en fait, il y a un texte soins palliatifs distinct du texte sur l'aide à mourir. Je remets des guillemets à l'aide à mourir. Donc plus de 2200. Donc on voit que c'est un débat d'une telle gravité que voilà, les députés veulent, en tout cas les opposants pour la plupart, veulent aller vraiment sur un combat de fond. Voilà, un combat. Moi, je suis de dire que oui, je veux combattre totalement ce texte pour qu'il soit battu, en l'occurrence le 24 février, puisque c'est la date, à l'heure où nous parlons, c'est la date du vote définitif sous forme solennelle. Yael Braun-Pivet compte sur une application de ce texte avant l'été. Ça veut donc dire qu'effectivement toutes les forces parlementaires seront jetées dans cette bataille contre le temps. Ça vous paraît tenable ? Mais on fait tout, on va tout faire pour à minima, si on n'arrive pas à battre le texte, pour ralentir la navette parlementaire, parce qu'on ne veut pas de cet empressement. On trouve que c'est un sujet beaucoup trop grave, que le référendum serait préférable, parce que j'ai toujours dit que une poignée, alors 1000 parlementaires qui décident d'un sujet aussi grave, aussi profond, qui touche à la vie humaine et à la mort, ça ne me paraît pas adapté. Et moi, je veux aller au référendum parce que je suis convaincu que les Français s'y opposeront dans les urnes. Et d'ailleurs, vous parliez, Marc Hainaut, tout à l'heure, de l'excellente étude qui a été faite par la Fondapol sur un très gros échantillon de 3000 personnes. Eh bien, elle démontre que dans toutes les catégories d'âge, socio-professionnelles, toutes les sensibilités politiques sont en fait opposées à ce texte. Merci beaucoup Christophe Benz, député RN de Haute-Marne et orateur du groupe Rassemblement National sur le texte sur la fin de vie. Bien évidemment, Radio Courtoisie et Valeurs Actuelles suivront avec intérêt la poursuite de ces débats pour vous tenir informés, chers auditeurs. Merci beaucoup monsieur le député, on vous libère, on vous laisse retourner en séance. À très bientôt. Merci à vous. À très bientôt, au revoir.
De retour à l'antenne de Radio Courtoisie, chers auditeurs, dans l'émission Restons Courtois, je suis Marc Hainaut, je suis avec Valentin Gore et Étienne Darjac. Vous venez d'écouter le député du Rassemblement National, Christophe Benz, orateur du groupe Rassemblement National sur le texte sur la fin de vie. Votre impression à chaud, messieurs, ça a l'air mal parti cette histoire. Étienne Darjac. La réaction à chaud, profonde dépression. Les sujets sont pas très joyeux, c'est vrai, ce soir. Non, on aurait prêché. On va tâcher d'être de bonne humeur, mais c'est vrai que. J'ai la sensation que ce combat contre l'euthanasie que mène Christophe Benz et d'autres à l'Assemblée nationale est un combat profondément noble et juste, mais d'autant plus noble et juste qu'il est perdu d'avance. C'est ça qui est beau, Étienne Darjac. Vous avez l'habitude de ce genre de philosophie, pourtant. Je suis pourtant. Oui, bien sûr. C'est bien plus beau lorsque c'est inutile. Bien sûr, disait un Gascon à Lombé. Je suis pourtant pas très vieux, j'ai 28 ans, mais je pense ne surprendre personne en disant que j'ai fait les manifs pour tous, les premières en 2014-15. Vous avez quel âge, j'avais 13 ans, 14 ans. Ah ouais, bravo. Ouais. Premier engagement militant. Ouais. Et ça fait, je ne peux que constater que ça fait 10 ans, même plus que ça maintenant, 12 ans, qu'on perd sur ces sujets et qu'on perd avec, à chaque fois de plus rapidement, avec moins de combats, avec en opposant moins de force. Et j'ai vraiment la sensation je parle pas à cœur ouvert, hein, mais d'un raz-de-marée sur ces sujets précis, bioéthique. Le terme bioéthique n'est pas idéal, mais on le comprend, quoi. Et je me sens un peu désarmé, moi, et donc j'écoutais le député Benz avec beaucoup d'intérêt, et il faut évidemment que toutes les forces qui peuvent être jetées dans la bataille parlementaire doivent l'être, mais bon, voilà, l'issue est connue, et je dois avouer que pour avoir suivi les différentes propositions d'amendements absolument délirantes, il y a des choses qui sont, mais c'est pas délirantes, qui sont sordides, qui sont à pleurer, quoi. C'est ça qui est bien. Alors pour essayer, j'ai un peu cassé l'ambiance. Non, mais pour essayer de redonner un peu d'espérance, Gabriel Attal est tellement serein vis-à-vis de ses avancées, je mets les guillemets d'usage sociétal, qu'il veut inscrire dans la Constitution le principe de non-régression sociétale, c'est-à-dire qu'à partir du moment où quelque chose a été voté, qu'il soit entériné dans la Constitution, c'est dire quand même que même si les combats effectivement se perdent les uns après les autres, on a l'impression que le camp d'en face n'est quand même pas très serein quant au sens de l'histoire, Valentin Gore. Alors c'est ce que j'allais dire, parce que peut-être que l'un des effets de ce raz-de-marée progressiste, là aussi je mets des guillemets, il faut mettre des guillemets à tout dans ces affaires-là, c'est aussi le fait que la droite a un peu entériné que finalement il n'y avait qu'une seule manche. C'est-à-dire que si on avait perdu la bataille, ce qu'une élection a fait, une autre peut le défaire, moi je le crois, et je crois qu'il faut assumer de dire que sur ces textes, il ne faut pas dire, voilà, c'est passé, c'est ce qui s'est passé pour le mariage pour tous, où finalement Nicolas Sarkozy avait dit on va l'abroger, puis finalement tous les ténors LR s'étaient dit bon non, on passe à autre chose, tant pis, on a perdu là-dessus, ça sert à rien, c'est ancré dans les mœurs. Moi je crois pas du tout, notamment sur l'euthanasie. Je pense qu'il faut assumer de dire que si un gouvernement de droite arrive au pouvoir un jour dans ce pays, ce qui est peu probable, je sais pas, on verra, c'est le dernier coup de pelle. J'exagère un peu mon pessimisme, mais j'exagère volontairement mon pessimisme, mais je crois qu'il faut tout à fait assumer. Il faut dire, si Gabriel Attal devient président et qu'il met ce principe de non-régression, il faut dire, si nous arrivons au pouvoir, nous supprimerons ce principe de non-régression. Rien n'est jamais gravé dans le marbre. Et notamment, la Ve République offre la possibilité du référendum. Il ne faut pas s'interdire de s'en servir. Et la Ve République n'est elle-même pas gravée dans le marbre. Elle-même n'est pas marquée dans le marbre. Ne me lancez pas sur ce sujet. Non. Écoutez, moi, je vote en faveur de la motion d'espoir de Valentin Gore. Et j'ajoute que, une fois au pouvoir, nous interdirons, en revanche, nous inscrirons dans la Constitution l'interdiction de Gabriel Attal du maire général. Voilà, alors, excellent. Je vous propose un sujet un peu plus léger là, pour les 5 dernières minutes, très rapidement. Je parcourais le fil de X, anciennement Twitter, et je tombais sur le message d'un confrère de gauche qui s'étonnait, se choquait de la surreprésentation de Sarah Knafo dans les médias. Alors je dis ça avec d'autant plus de facilité que Valeurs Actuelles on a consacré une à l'eurodéputée de Reconquête, candidate à la mairie de Paris il y a peu de temps, dont j'ai été largement co-responsable.
Allez, il pointe notamment 12, 13, 14 interviews de la candidate dans la candidate en très peu de temps. Allez, je pose la question un peu provoque. Est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop avec Sarah Knafo, Étienne Darjac? Question provoque, réponse provoque. Non, en fait, on parle énormément de Sarah Knafo, ça c'est absolument indéniable. Mais parce que de quoi voulez-vous parler d'autre? De Thierry Mariani, par exemple. Oui, voilà, vous l'avez dit. Enlever Sarah Knafo de l'équation, il se passe quoi dans cette campagne? Qui a fait une proposition notable? Il y a quand même de base, il y a quand même le duel Rachida Dati, Emmanuel Grégoire. Mais justement, on nous l'annonce depuis des années, ce duel, on dit elles sont fantasques. Vous attendiez Emmanuel Grégoire depuis des années. Non, mais Dati, on a fait une espèce de reine de la scène poétique française. Vous avez entendu dire une phrase? Vous avez retenu une annonce, une punchline? Elle a ramassé les poubelles. Ouais, elle a confronté les gens, les craqueux. Donc en fait, moi je veux bien qu'on dise on en fait trop de Sarah Knafo, mais les gens, c'est la seule qui, il faut bien le dire, a fait des propositions concrètes, on en pense qu'on veut, mais des propositions concrètes, marquantes, qui à chaque fois ont été capables de faire parler l'intégralité des autres candidats. De fait, on ne parle que de ces propositions parce qu'il y a quelqu'un qui en fait. En tout cas, avec notamment les voix sur berge, par exemple, ça sort un petit peu de l'ordinaire. C'est ce que lui avait reconnu Emmanuel Grégoire, d'ailleurs, en disant qu'elle, au moins, elle faisait des propositions. Et j'ajoute qu'il y a un peu, pour Sarah Knafo, et c'est sans doute l'école Reconquête, la même aussi histoire qu'en 2022 avec Éric Zemmour. Il y a l'aspect nouveauté, il y a l'aspect radicalité, les journalistes restent des journalistes, vous le savez, cher Marc, ça attire. Vous voulez dire que ça affirme de la même manière Je ne sais pas si ça finira de la même manière, je ne le souhaite pas, mais en tout cas, ça brille, et les journalistes aiment ceux qui brillent. Valentin Gore, vous aimez ce qui brille? Les journalistes aiment ceux qui brillent, et Sarah Knafo est brillante, absolument, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Les propositions qu'elle fait sont iconoclastes, je pense qu'elles sont aussi d'autant plus iconoclastes qu'elle sait qu'elle ne sera pas maire de Paris, ce qui est aussi un peu plus facile pour faire des propositions dont certaines sont peut-être non pas intenables, car rien n'est intenable, notamment sa proposition sur les voies sur berge, qui est quand même assez haussmannienne, je dirais, parce que Paris a été capable de faire des choses très impressionnantes et des transformations radicales, mais en tout cas c'est certain qu'elle anime la campagne, qu'elle vient troubler un jeu parisien qui est quand même très installé, c'est vrai, vous l'avez dit, entre les socialistes et la droite traditionnelle, qui sont habitués au Conseil de Paris depuis toujours à être entre eux. C'est-à-dire que jamais le Front National n'y est entré, par exemple, vraiment par témoignage, il y a peut-être eu un élu une fois. Donc ils sont habitués à être entre eux, par tranche de 30 ans, ils gouvernent la ville. Voilà, donc maintenant nous allons voir ce qui va se passer au second tour. C'est certain que Sarah Knafo fait un peu plus envie, et il vaut mieux faire envie que pitié, qu'un autre candidat qui s'appelle Pierre-Yves Bournazel. Étienne Darjac, très rapidement. Il y a effectivement, on a parlé de Paris, on a l'impression quand même que c'est la seule ville où Reconquête peut espérer faire un score et que, paradoxalement, la candidature de Sarah Knafo efface peut-être aussi les autres. Oui, après, c'est pas une nouveauté, c'est pas une spécificité de Reconquête que la campagne municipale de Paris efface les autres. C'est vieux comme les élections municipales. Je suis moi-même berruyer et fier de l'être. J'ai bien conscience que les enjeux de la campagne municipale de Bourges, par rapport à ceux de Paris, sont pas très importants. Future capitale européenne de la culture, quand même. C'est pas rien. Tout à fait. Donc oui, après, Reconquête a aussi fait le choix, qui est à la fois un choix stratégique et le fruit des circonstances, de présenter un nombre relativement faible de listes. Il y a, je crois, une cinquantaine au total. Donc forcément, la tête d'affiche, la tête de Gaulle, c'est Sarah Knafo. Moi, je trouve que c'est plutôt positif. Et autant l'utiliser au maximum. Et ben voyez, une prise de parole positive pour conclure cette émission, Étienne Darjac, même si les sujets étaient un petit peu ardus et pas forcément remplis d'espérance, mais je suis sûr que l'espérance viendra après nous. En tout cas, merci à vous, chers auditeurs. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été présents avec nous pour ce Restons Courtois du jeudi. Je vous retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode et vous retrouvez demain le Restons Courtois de Boulevard Voltaire avec l'excellent Marc Baudrier. À très bientôt. Ça suffit maintenant.